canapé. Salut à toutes et tous et bienvenue à 33e épisode d'En Regarde l'Abîme. Salut Jules. Salut. Et voici encore une fois pour parler de plein de trucs. Qu'est-ce que tu nous amènes? Moi, on va parler de fantasy, donc un bouquin et une série fantasy. Ok. Et moi, je pars sur l'extrême opposé. Que je ne sais pas si j'en parle souvent. Ouais, oui, je parle beaucoup des trucs qui touchent un peu à l'âme. Mais là, je pars sur deux films Allez. que je vous présenterai. Que malgré moi, ils sont présentés aux Oscars, tous les deux. Mais bon, tant pis. Ça, c'est une anecdote, on s'en parle. Ouais, c'est que tu as bon goût du coup. Oh non, c'est les Oscars qui sont de bon goût. Et ça. même ça, c'est questionnable. Donc, bon, admettons. Bon, toujours est-il que vous vous êtes retrouvés. Voilà, complètement de façon hasardeuse. Donc, bon, C'est les meilleures rencontres, ça. Par c'est hasard. toi qui commence? C'est moi qui commence. Allez, let's go. Je sens aujourd'hui ça. Allez, on va commencer par le livre. Donc, le livre que je vais vous présenter, c'est Titus d'Enfer de Mervyn Pike. Je peux m'empêcher. Je vois d'enfer et je vois un truc qui cloche. Oui, c'est ça. Mais Bon, après- c'est pas grave. Après, là, pour le coup, ils étaient quand même obligés de traduire les noms. Hein. Alors, peut-être que c'est pas exactement le sens qu'ils voulaient, Ouais. le sens original. Mais en fait, le nom des personnages de tout le bouquin, en fait, c'est un peu comme Astérix. C'est un jeu de mots par Ok. rapport à leur caractère ou par rapport à leur aspect physique. Donc là, si tu laissais les noms anglais, mais il faut savoir que dans la première traduction qu'ils ont faite, ils avaient juste traduit les noms des personnages principaux Mhm. et les personnages secondaires étaient restés en anglais. Et là, c'est une nouvelle traduction puisque c'est une nouvelle édition où là, ils ont traduit absolument tous les. Ok. Donc, d'un coup, peut-être, pour une fois, ils étaient pas si fous, les traducteurs. Disons que peut-être que ça n'a pas tout à fait le même sens que l'anglais parce que les jeux de mots anglais sont quand même Oui, non, très mais subtils. Ça, c'est des choix Ouais. de traduction. Ça, on l'a C'est discuté ça. des fois. Ça, Mais là, c'est ils étaient obligés. logique. À un moment donné, Ouais. traduire, c'est choisir. C'est ça. Ça, c'est tout le temps. C'est ça. C'est parce qu'il y a des jeux des mots, des tournures Ouais, qui ne fonctionnent pas dans la langue auto-traduite C'est et ça. que tu es obligé de trouver des fois des façons très justes, des fois des façons moins justes. c'est ça. Et là, ils Moi, les étaient- trucs que je déteste, tout le monde dira qu'est-ce que tu en Oui. penses, mais on revient au bouquin. Oui, On oui. ne s'éparpille pas. Si, on s'éparpille. déjà. D'entrée de jeu, Ouais. faisons. C'est quand ils traduisent des références, par exemple, il y a un bouquin qui est placé dans l'actualité, il y a une référence à un joueur de basket ou un joueur de Oui. baseball, etc., qui sont références. Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'ils mettent la référence tel qu'il est, Oui. ils te mettent un autre du traducteur, ils te disent joueur connu dans les années 60, C'est ça. machin. Que ça vient l'autre, que c'est traduit ce nom-là pour les jeux d'un footballeur, d'un équipe Ça. française, etc. Ouais. Ça, c'est Ça, non, odieux. on est odieux. d'accord. Les gars qui l'ont inventé ça, il faudrait les punir. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Là, pour le coup, non, c'était vraiment pour que. Oui, non, mais. Pour qu'on ait le sens avec les noms, en fait. Bon, on y reviendra un peu. Oui, dessus. non, mais si c'est choisir, mais comme on sait la bague a des titres. Oui. Mais là, c'était pas d'enfer, c'était pas une journée d'enfer, ça n'a rien à voir, en fait. C'est Toute cette bague-là, des Voilà. titres. Après, le choix du mot, effectivement, est peut-être un peu tendancieux, mais non, ça va. C'est un hommage à cacher. C'est un hommage au traducteur fou. Allez, vas-y. Donc- Ça, tu n'as même pas lu la première ligne. Même pas. on a commencé fort là cette fois. Donc de Titus d'Enfer dans la version française, en version originale c'est Titus Groan. C'est un roman de fantasy gothique aux accents un petit peu satiriques anglais. Publié en 1946, forcément en Angleterre. Hein. Et sauf erreur de ma part, en faisant des recherches, la première édition en France date de 1974. Ok. L'édition moi que je vous ai présentée, que je vous remontre parce qu'elle est quand même assez jolie, elle est sortie le 11 janvier 2024, donc très récemment, chez l'éditeur Bourgeois dans la collection Chimère et elle fait 496 pages. Donc Titus d'Enfer est le premier tome du cycle de Gormenghast qui compte en tout 3 romans, dont un inachevé, plus une nouvelle s'intercalant entre le tome 2 et le tome 3. Donc l'auteur est un contemporain de Tolkien, Mervyn Peake,
dont le talent sera reconnu seulement après sa mort et n'aura pas le rayonnement du légendaire père de Frodon. Donc Mervyn Peake, qui est-il? Donc c'est un écrivain, un illustrateur, un peintre et un poète britannique qui est né le 9 juillet 1911 et qui est mort le 17 novembre 1968. Il est né en Chine seulement 3 mois avant la Révolution, puis la fondation de la République de Chine. Il rentre avec sa famille en Angleterre à l'âge de 12 ans et cette double culture le marquera durablement et habitera ses œuvres assez fréquemment. Très tôt, il déclare une maladie grave, c'est la maladie à corps de Lewy, que ça s'appelle, qui partage des syndromes et des symptômes communs avec la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. C'est une maladie donc neurodégénérative, donc elle est considérée comme pire que Alzheimer et pire que Parkinson. Oui, j'ai entendu parler. Ouais. Donc il suit une formation artistique à la Croydon Art College. Puis obtient une bourse pour étudier pendant 5 ans à la Royal Academy of Art de Londres. Et au cours de sa 4e année, il tombe amoureux de l'île de Sercq où il décide d'aménager. Il échoue à ses examens de fin d'année et perd sa bourse d'études par le fait. Et donc il se fait virer de la Royal Academy. Peake n'entrait manifestement pas dans le moule et il est d'un naturel distrait. Son univers artistique n'en était pas moins irrévérencieux et marginal. Il s'amuse, se moque avec malice de ses contemporains et de lui-même. Cela ne l'empêchera pas d'enseigner de l'art. Il sera enseignant à la Westminster School of Art dans les années 40, ni même d'exposer certaines de ses œuvres assez tôt, puisqu'il a été reconnu dans un premier temps en tant qu'illustrateur plus qu'en tant qu'écrivain. La guerre arrivant, il s'engage dans l'artillerie royale. C'est à ce moment-là qu'il débute la rédaction de Titus d'Enfer, où il obtient en fait une dérogation de ses supérieurs pour pouvoir écrire. Il a des temps où il a le droit de se mettre un peu à l'écart des autres et de rédiger. Il pose dans le même temps sa candidature pour devenir artiste de guerre. Et dans un premier temps, il subit un refus et entre en dépression. Il va faire des séjours en hôpital et en hôpital psychiatrique. Il travaillera, ceci dit, il réussira à rentrer dans le Cénacle des artistes de guerre, où il travaillera pendant quelques temps, vraiment pas longtemps, pour le ministère de l'Information, avant d'être déclaré invalide et inapte au service dès 1943. La paix revenue, et en tant qu'artiste de guerre, il fut l'un des premiers civils à pénétrer le camp de Bergen-Belsen. Il fut profondément marqué par l'horreur de ce camp de concentration dont il a fait des illustrations. Et ce travail qu'il a fait sur le camp l'a poussé à réaliser des dessins également du procès de Nuremberg pour avoir les deux faces, d'une même image en fait. Titus d'Enfer, lui, sortira en 1946. Gormenghast, le tome 2, sort en 1950. La nouvelle Titus dans les ténèbres sort en 1956 et Titus errant en 1959. Titus errant est un roman donc inachevé et qui a été écrit dans la douleur puisque la maladie commençait à se faire sentir. Il avait fini la dernière partie de Titus errant a été dictée à sa fille, je crois, parce qu'il était plus capable il était plus capable d'écrire en fait. Il avait commencé à la fin, à la toute fin. En fait, il menait 2 projets en parallèle. Il menait Titus errant et il avait vraiment commencé un autre roman qui s'appelait L'éveil de Titus. Et là, ça reste vraiment à l'état d'ébauche. Je ne sais même pas si on peut lire ces premières pages. Je ne me suis pas renseigné dessus. La maladie l'emporte en 1968 après avoir passé une décennie de souffrance dans les hôpitaux et les asiles psychiatriques. Son œuvre littéraire s'inspire en particulier de Charles Dickens et de François Rabelais ou encore de John Cooper Pause. Excusez-moi toujours pour la prononciation des noms, je ne suis pas un expert. Son œuvre variée et éclectique comprend des recueils de poèmes. Donc il y en a 12 qui ont été publiés aux États-Unis, en Angleterre, dont 4 posthumes.
dont aucun n'a été édité en France d'ailleurs. Des recueils d'illustrations qui sont tous posthumes également, il y en a 4. Et des romans et des nouvelles, en plus de Titus d'Enfer, on en compte une douzaine, plus une pièce de théâtre. Il faudra attendre 2008 pour que The Times le nomme dans les 50 écrivains britanniques les plus prestigieux de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est considéré aujourd'hui comme faisant partie du Big Three of Fantasy avec Tolkien et Robert Howard, le papa de Conan. Oui. Rien que ça. Mais avec un parcours très différent par contre. Oui, voilà. Mais même un contenu très différent puisque ça sort vraiment de l'ordinaire. Bon. Que nous raconte Titus d'Enfer? Il est bien difficile de résumer ce premier tome tant le monde dépeint et sa galerie de personnages sont complexes. Pour tout dire, avant de reprendre le livre en main pour travailler sur la chronique, dans mon souvenir, il dépassait allègrement les 600 pages alors qu'en fait, il en fait pas tout à fait 500. Donc j'avais l'impression que le truc était beaucoup plus... Dans mon souvenir, il était plus dense que ça. Donc l'histoire se passe dans une temporalité plus indéterminée et éthérée. La vision que j'en ai du moins de ce premier tome, je la situerai, ça fait un peu comme fin de Moyen-Âge, début Renaissance un peu. C'est un petit peu le fatras architectural, on va dire, pour son inspiration. Donc nous suivons la naissance et les premiers pas dans la vie du 77e comte de Gormenghast, Titus d'Enfer, qui, bien qu'étant le titre et le vecteur de tout ce qui se passe dans le livre, n'est pas le personnage central, puisque dans tout le tome 1, je crois que quand le tome finit, il commence à peine à marcher, je sais même pas, dans mon souvenir, il parle même pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la première ou les 2 premières années de sa vie, et donc on va plus savoir l'histoire des gens qui gravitent autour de lui, en fait. Mais il est le centre, malgré tout, il est toujours présent. En fait, soit il est présent dans les lieux où sont les personnages, soit il est présent dans les paroles des personnages, il est tout le temps là, en fait. Gormenghast est un château citadelle qui semble s'étendre à perte de vue. Il a une taille démesurée. Ça fait penser un petit peu des fois dans la description, un peu au labyrinthe de Piranèse. Là, oui, je l'avais lu. Ouais. C'est un peu dans ce style-là. Un peu moins très excentrique, mais peut-être un peu moins onirique. Le château a une architecture anarchique qui vampirise au gré des précédents contes, au gré des différents contes et de leurs envies, l'espace autour de lui ainsi que le ciel, puisque certaines tours montent très haut. Personne à l'extérieur des remparts n'a le droit d'y pénétrer, sauf en de rares occasions. Par exemple, dans le premier chapitre, on parle d'un concours de sculpture annuel où le sculpteur gagnant est invité à passer une journée dans le château et à pouvoir discuter avec la famille d'Enfer. Ce qui n'arrive pas donc tous les jours, c'est vraiment une fois par an. Ou encore quand on a besoin de main-d'œuvre, où là, il y a des grouillots qui vont chercher des pauvres gens dehors pour les faire travailler. Donc nous suivons les vicissitudes de la famille d'Enfer et de leurs serviteurs au moment de la naissance de Titus. Le château alors en plein déclin, où tout est poussiéreux, où les peintures ont perdu de leur couleur, les murs s'écaillent, les toiles d'araignée foisonnent. Bref, tout semblait alors figé dans le temps et dans une torpeur mélancolique, incarnée par le père de Titus, Lord Tomball, qui est... dans les descriptions, semble-t-il, une personne assez dépressive qui subit son quotidien. Et, en fait, pour lui, la naissance de Titus est un espoir parce que dès qu'il aura l'âge, il compte lui laisser le pouvoir parce que lui, ça ne l'intéresse plus de suivre les protocoles. Lui, ce qu'il veut, c'est lire des livres, en fait. Donc, la paix revue... hop là. Je lis 2 fois la même chose. Soyons pas bêtes. Donc, l'arrivée inespérée de l'héritier réveille la vie, mais également les luttes de pouvoir, les vieilles rancœurs ou encore les ambitions des personnages dont la fréquentation est plus que douteuse. Parmi ces personnages, on a Lord Tomball d'Enfer,
donc conte actuel dont seule la compagnie des livres donne un sens à sa vie, et qui est, semble-t-il, quand même dévoué au rite de Gormenghast, tous plus protocolaires et archaïques les uns que les autres, puisqu'en fait, on apprend au fur et à mesure que le fonctionnement du château et des rites, en fait, c'est un amas de décrets qui ont été posés au fur et à mesure par les différents contes précédents. Ce qui fait que ça donne des scènes ubuesques où, par exemple, il y a la scène du premier repas de Titus, où en fait le protocole est tellement long qu'il ne mange même pas. En fait. La journée est passée dans le protocole où il y a certaines personnes doivent faire tel geste, certaines personnes doivent dire tel truc, et au final, tout le monde voit que c'est du gâchis de nourriture au final parce que on perd du temps en protocole, quoi. Et tout le monde le savait en plus, ils viennent en sachant que ils vont pas manger, quoi. Bon, ensuite on a Lady Gertrude d'Enfer, qui est la femme de Lord Tomball, et donc la mère de Titus, qui l'abandonne plus ou moins dès sa naissance à la vieille nourrice Nanny Glu pour s'occuper de préférence de ses animaux. Elle a une centaine de chambelans qui la suivent partout, et comme toute princesse de conte de fées, parce que là c'est pas du tout un conte de fées, elle sait parler aux oiseaux, en gros elle a plus d'affinité avec les animaux qu'avec son propre fils. Mais ce trait de caractère de base qu'on a d'elle évolue un petit peu au fil du roman, parce qu'on voit que bien qu'elle ne veuille pas s'en occuper, elle pense toujours à son fils quand même. Enfin, elle a une sorte de tendresse lointaine en fait. Mais bon, elle ne s'occupe pas de son fils quand même. Nous suivrons également les émois de Fuchsia, la grande sœur de Titus, ou encore la lutte à mort entre Lanflure, qui est le cuisinier ogresque du château, et Kraklos, qui est le bras droit de Lord Tomball, dont tous les os craquent. C'est pour ça qu'il s'appelle Kraklos. Chaque personne. Bon, là, je vous laisse imaginer Lanflure, quel est son trait de caractère. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Non, il n'y a pas besoin, je pense. Et il porte bien son nom. Il est orange, il est président de Rampay. Ah, pardon. Oui. Même d'un certain possesseur d'île qui revient au goût du jour là, en ce moment. Bon, voilà, donc c'est un peu le style. Ok. Nous ferons également connaissance avec Finelam, qui, de simple grouilleux de cuisine, va tenter, par son intelligence hors norme et son machiavélisme, de s'extirper de sa condition en manipulant le docteur Salprune et sa sœur, ou encore les sœurs jumelles de Lord Tomball, Cora et Clarisse. Et bien d'autres personnages, puisque bon, c'est quand même assez foisonnant, comme je vous ai dit, en termes de personnages et même de lieux, c'est assez varié. Leur pérégrination nous feront découvrir le château ainsi que ses alentours, formant un univers contemplatif d'apparence, mais qui s'avère dur, voire cynique par moments, où la tragédie peut frapper aussi facilement qu'une situation ubuesque, voire burlesque. Donc ça c'est pour le... Après je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement dense, donc là c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée de... Mais là je n'ai fait qu'effleurer la surface d'un récit vraiment beaucoup plus génial que ce que j'en ai dit. Donc qu'est-ce qui m'a marqué dans ce bouquin? C'est que Mervyn Peake est un artiste au style visuel, et c'est un des aspects qui m'a le plus frappé en lisant Titus d'Enfer. Outre la manière qu'a eu Mervyn Peake de développer son univers foisonnant ou ses personnages complexes, ainsi que son ton scénique et mélancolique, c'est indéniablement son style d'écriture qui m'a charmé en fait. On sent que Peake est un illustrateur, un peintre dans l'âme, doté qui plus est d'un sens du mot juste et brillant. Chacune de ses phrases sont pensées comme des images. Sans fioriture, il est très facile de se mentaliser et de se projeter dans cet univers pourtant assez atypique, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que je suis face à un univers aussi dense et aussi original d'un coup.
C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, on arrive à se faire des images parce que bon, c'est des Bah, récits. déjà, parce Voilà, que il y a eu les films et tout, donc forcément. c'est pas juste ça, c'est Et puis qu'il c'est décrivait documenté. tout, quoi. Voilà, c'est documenté à la virgule, quoi. C'est un bouquin universitaire qu'il a écrit. Et puis même Conan, on arrive à se figurer le monde facilement parce qu'il y a quand même une grosse inspiration à l'histoire aussi. Oui, oui. Que lui, il y a cette. Ben, il est placé sur l'époque C'est ça. hyperboréenne, machin, C'est ça, que c'est c'est la ça. vraie époque. Que là, on est dans un monde un peu plus onirique, puisque d'après ce que j'ai compris, après Titus va être confronté dans ses voyages à Mhm. des technologies de l'époque contemporaine. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que cet univers en fait. Donc, D'accord. mais même là, mais je me suis régalé de m'y perdre. Mais j'arrête parce que je bafouille. Mm. L'écriture de Pic est très organique et bien loin du style de son éminent contemporain qui était Tolkien, qui, bien que brillant, restait éminemment universitaire, c'est ce que je viens de dire. Titus Lourd, on appelle ça. Ouais, lourd. C'est vrai. Quitte à me faire des ennemis. Non, mais là, pour le coup, c'est factuel quand même. C'est-à-dire que quiconque s'attaque au Seigneur des Anneaux, certes, il y a des moments de grandes envolées, il y a des moments. Mais il y a des Non, moments, mais c'est en fait. on se fait chier quand même. Pour être juste et pas partir sur à la con, on ne peut pas nier l'importance de ça qu'il a apporté Tolkien, ses Oui. bouquins, Les Seigneurs des Anneaux. Personnellement, en tant que littérature, les films, je les ai adorés, Oui. mais en tant que littérature, Non. je ne rentre pas. Je suis Je un ne peu rentre pareil pas. que toi. C'est vraiment c'est un roc. Ouais. C'est un roc, c'est une falaise qui est devant vous. Oui. Après, il y a. Non, mais c'est même pas pour les volumes, ni quoi qu'il en Non, soit, mais parce moi, que ça. moi, je parle du style. Hein. Oui, Je- oui, c'est ça, je- c'est les je styles. parle du C'est les style styles. écrit. Moi, ça m'a donné l'impression vraiment d'être devant une falaise, quoi. C'est que tu as tellement de détails. Ok, dans sa tête, c'était super clair, c'était tout. Oui. Il voulait tellement décrire Oui. ça qu'il avait dans sa tête. Mais qu'il du a coup, été- c'est clair ce qu'il dit, mais c'est. Ouais, mais ça Pouah. coupe toute ta marge Ça- d'imagination, toute ta longueur, comme tu dis. Ici, c'est foisonnant, ça donne de la place. Oui, Tu imagines, tu sais pas l'univers, mais tout te l'est dit. C'est un peu. Moi, par exemple, je passe du coq à l'âne parce qu'on peut Oui, pas oui. parler de contemporains, mais moi, c'est un peu la vision quand j'ai beaucoup lu Terry Pratchett, Oui. d'accord. Et quand je lisais, je voyais Ouais, du ça fait Metfan. penser. Oui, non, mais sans doute, il y a. Il y a un lien. Ouais. Je voyais du Metfan en permanence que lorsqu'il a commencé à voir les films animés, etc., il était un peu plus contemporain. Et en fait, quand on analyse les bouquins, tu te dis, ah oui, mais c'est Ouais, vrai, ça peut. c'est vrai, peut, ça ouais. fonctionne. Il y a la poste, il y a machin, il y a certains trucs. Il y a le effectivement. touriste aussi avec l'appareil. Ben photo. voilà, mais il y a aussi la partie clé d'humour, Oui, oui. etc. Donc, et comme il est mélangé à la magie, ben, ça donne envie. Et en fait, ça, c'était presque magique. Ça ne m'a pas gêné Oui. boire ça, que dans ma tête, je le voyais d'une façon, et quand on l'a vu imaginer, parce que c'était logique que c'était comme ça, au contraire, ça faisait partie de cette Oui, oui. partie suggestive que tout est laissé emporter pour l'histoire, et tu imagines ton propre monde, ton propre idée de comment il fonctionne. Parce que tout, il n'est pas expliqué, même si Terry Pratchett, il explique beaucoup Oui, hein, oui, bien sûr. dans les 30 Oui, oui. ou 40 bouquins qu'ils font là. Ouais, lui, il a pu développer son univers. Ouais. Oui, oui, et même avec ça, il y a des fois qui wouhou, il part à la lune. Hein. Mais bref, ça c'est juste à titre d'exemple, c'est pas pour rentrer dans Terry Pratchett, mais c'est ça que je pense, je ne le connais pas, malheureusement pour moi. Je vais les lire parce que ça m'intéresse beaucoup, ça que tu dis. Mais ouais, effectivement, moi je suis plus de ça que. Ben, moi aussi. Moi, j'ai totalement adhéré au truc. Et pourtant, pourtant, il y a des moments où on a du mal à se figurer le truc, mais c'est tellement fluide dans le style. Mhm. C'est génial, vraiment. D'ailleurs, je vais lire quelques extraits. Et donc, dans Titus d'Enfer, le livre se permet des figures de style dynamique, n'hésitant pas à varier les plaisirs. Pour moi, ça me fait penser à un vrai laboratoire stylistique, en fait. Donc, je vais vous donner deux exemples. Il y a à la page 56,
Donc c'est juste après la naissance de Titus, Gertrude et Nanny Glu attendent la venue du docteur Salprune et la comtesse s'impatiente et hurle son nom d'impatience. Et donc on va suivre le cri à travers les pièces et le style, vous allez voir, est quand même sympa. Alors c'est la page 56. Ouais, la comtesse d'Enfer se souleva sur son lit et, fustigeant du regard la porte ouverte, poussa un véritable mugissement d'une voix incroyable, sonore et puissante. Sale trogne! Donc ça c'est le surnom du docteur Salprune, puisqu'il a une sale tête. On avait compris. Le hurlement résonna le long des corridors jusqu'en bas des escaliers, se glissa sous la porte de la chambre froide, franchit les tapis noirs et, après avoir escaladé le corps du docteur, lui entra simultanément par les 2 oreilles en lui écorchant les tympans. C'était un ordre péremptoire et, bien que son nom fût déformé, le docteur Salprune bondit immédiatement sur ses pieds. Ouais, c'est un petit court extrait qui vous montre, moi je trouve cette phrase, elle est juste géniale. Et ensuite, là c'est une autre ambiance. C'est page 264 et 265. C'est lorsque 2 personnages secondaires se retrouvent pour un duel nocturne pour l'amour d'une femme. Et donc, c'est pour vous, là encore pour les images que nous donne l'auteur. Donc ils descendirent ensemble dans la combe, enlevèrent leurs capes, délacèrent leurs lourdes chaussures et se dévêtirent complètement. Rantel lança ses vêtements sur l'herbe, Brégon plia les siens et les posa sur un bloc de pierre. Il vit que Rantel tâtait le tranchant de sa lame dont l'éclat dansait au clair de lune comme un éclat de verre. Ils ne dirent pas un mot, éprouvant l'herbe glissante de leurs pieds nus. Puis ils se firent face. Brégon assura sa prise autour du manche à 2 cornes. Aucun d'eux ne voyait l'expression du visage de l'autre. Leurs traits se perdaient dans l'ombre du front et seuls leurs cheveux, en désordre, accrochaient la lumière. Ils plièrent les jarrets et commencèrent à se rapprocher l'un de l'autre, les muscles roulant sur leur dos. Et je trouve que les images qui donnent en quelques phrases, moi je vois toutes les images, le visage dans l'ombre, enfin, je vois le truc en BD, en film. Mais s'il était un peintre déjà. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que son style, c'est des tableaux en fait. Il écrit des tableaux en fait, cet homme. Et il a inventé en 1946, il a inventé le travelling stylistique avec le cri qui passe. C'est génial. Donc ces 2 passages m'ont profondément marqué par leur ambiance et leur efficacité. J'aurais pu citer les descriptions des personnages, la scène sur les toits de Gormenghast ou encore la promenade sous la pluie automnale de Fuchsia et Fine Lame, mais ce serait vous gâcher de merveilleuses surprises, donc je préfère m'arrêter là, en espérant vous avoir donné vraiment envie de vous plonger plus en détail là-dessus. Et donc pour vous donner mon avis, Titus d'Enfer était pensé, là je fais une petite parenthèse, il était pensé comme une rampe de lancement à un univers beaucoup plus vaste, car si le cycle de Gormenghast ne comprend que 3 tomes, c'est uniquement dû à la mort de son auteur. Titus était voué à vivre de nombreuses aventures aux 4 coins d'un monde dont seul Pic en connaissait les limites et la profondeur. Ce tome 1 m'a profondément touché par sa générosité, son humour, cohabitant avec la violence et la décrépitude. Ces personnages iconoclastes ne vous laisseront pas de marbre, bien qu'aucun ne soit réellement fréquentable. Vous pouvez choisir de dévorer son univers de 496 pages ou le savourer petit à petit. Personnellement, moi je me suis contenté de petites incursions dans cet univers, un peu tous les jours. Je parcourais quelques pages afin de me perdre dans mon imagination et surtout savourer justement cet univers. Si bien qu'encore aujourd'hui, en attendant de débuter le tome 2, je repars de temps en temps visiter la bibliothèque de Lord Tomball, la chambre aux racines de Cora et Clarisse, la salle poussiéreuse des sculptures ou encore le bidonville au pied des remparts gargantuesques de la cité, ou encore la maison du docteur Salprune. C'est un monde dans lequel il ne fait pas bon vivre, mais dans lequel on plonge avec une délectation coupable et assumée. Bonne lecture.
Intéressant. Je ne veux pas dire non. Je ne connaissais pas, surprenamment. Ouais, ouais. Surprenamment, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais, Mais bon. je connaissais pas. J'ai découvert le livre par la réédition de 2024 où Ok. je l'avais eu dans mon fil d'actualité. Et il y avait un YouTuber qui en avait vite fait parler. Il avait fait une vidéo sur lui comme étant le Tolkien oublié, en fait. Ouais. Vidéo très intéressante d'ailleurs de Sid Vesper, Ok. qui est un YouTuber littéraire que j'aime beaucoup. Ouais, mais parce qu'en fait, ça me fait penser à plein de choses que j'ai lues a Oui, posteriori, clairement. Et en vue des années que tu parles, vraiment, il est à l'origine de plein des auteurs oui, qui sont d'où découlés, comme Selagny, comme Moorcock peut-être oui. aussi. Et il a illustré. Euh, Il a illustré une histoire de Moorcock. D'accord, Parce qu'il a fait plein d'illustrations à côté de ses livres. Il avait illustré une édition pour Alice au Pays des Merveilles. Et il avait fini par un des derniers projets, les deux derniers projets qu'il a fait, c'était un bouquin d'illustration pour Morcroc. Et il avait illustré aussi je sais plus si c'est Maupassant ou Zola. d'accord, Un truc, d'accord, intéressant. Il y a un autre qui m'a fait penser beaucoup à ça qui t'explique, sans la partie, bon, la partie cynique quand même, oui, mais moins la partie, je ne veux pas dire psychodélique, un oui, peu what the fuck, moi, oui, oui. je ne trouve pas mes mots, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est un bouquin espagnol que j'ai lu, qu'il est classé au moins dans la littérature, mais même dans la littérature universelle, qui est comme un bouquin de fantasy très marqué, que c'est des bouquin écrit dans, je regardais tout à l'heure, justement, 98. Mhm. Je n'ai aucune idée s'il est traduit en français, qui s'appelle Oublié Roi Goudou. D'accord. Que c'est pareil, c'est l'histoire d'une famille, des héritiers, à travers tout qui ça passe, la complexité, les donne un ton bien plus peut-être solennel Oui, que celui-là, parce que c'est vraiment, il y a un côté presque, je ne veux pas dire d'historicien, parce que c'est vraiment des morceaux de vie de chacun des personnages et de la lignée oui, du roi oublié, etc. Que c'est un pavé considérable, hein. C'est vraiment, mais que j'avais dévoré. oui, L'autrice, c'est Anna Maria Matute. oui. C'est vraiment une tuerie, mais fait Faudrait que je regarde. vraiment penser beaucoup à ça. Oui, Mais sans les côtés psychodéliques. oui, Voilà, c'est ça les mots que je voulais. Sans les côtés psychodéliques, oui, on oui. va dire. Mais quand même, il y a la partie de l'histoire, la partie des personnages. Il y a une nuée de Ouais, personnages, c'est ça. mais partout, quoi. Ça t'arrive à te perdre. Et il y a toute une évolution au fil du temps. De même il m'a fait penser un peu quand on dit, c'est que les rois, il apparaît presque à moitié du bouquin, Oui, quoi. oui, Avant, c'est toute la lignée d'avant, oui, etc., jusqu'à qu'il arrive à lui, que c'est les plus grands rois et que ça passe des choses pour qu'il soit oublié ensuite. oui, Mais ça m'a fait vraiment penser à cette idée fantastique, que c'est une idée fantastique que j'ai toujours accroché plus, quoi. En parlant de ça, hein, pour en dire clairement, moi j'étais toujours plus de Selagny, Moorcock oui, que non de Tolkien, quoi. oui, oui, bien sûr. Ouais. Avec tout le respect à ça qu'on doit, à Ah oui, oui, l'univers bien qu'il sûr. a créé, et Bien sûr. à l'importance dans le monde de la fantasy, ça, on ne peut pas le nier, c'est Non, une réalité. D'accord. exactement. Mais il n'y a pas que lui. C'est ça. Non, il n'y a pas que lui. Il y a plein de. Et d'ailleurs, eh ben, il a été un peu éclipsé, même dans son propre pays, puisqu'il a été redécouvert que tardivement, après Oui. sa mort. Et vraiment reconnu. Enfin, je pense qu'il avait été reconnu de ses pairs plus tôt, puisque là, on peut trouver. C'est très. Comme quoi, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'au jour de, là, aujourd'hui, Mm. c'est la Royal Academy, le Royal Academy College qui a toutes ses œuvres en fait, Oui. En plus, si vous vous intéressez à ses dessins, parce qu'il faut savoir qu'il avait fait plein d'illustrations aussi, et c'est dommage que l'édition française ne l'ait pas fait. En anglais, ils ont fait une édition avec toutes les illustrations qu'avait fait Mervyn D'accord. Peake, en plus du texte. Mhm. Et sinon, on peut aller sur le site du Royal College et voir absolument en accès libre. Je pense toutes ces que dans le illustrations. monde de la fantasy, etc., il fallait faire un rappel à tous ces auteurs
qui sont vraiment marqués cette histoire parce qu'on garde, encore une fois, je n'ai absolument rien contre Tolkien, rien du tout. Ni de R.R. Martin, rien, même si c'est des époques différentes, rien en contre. Tant mieux si ça marchait, tant mieux pour les lettres d'honneur qu'il a données. C'est ça. Mais tous les auteurs qui vraiment derrière, ils ont été presque traités comme de la merde. Moorcock, les gens oublient que Moorcock, il est vivant, quoi. Il est vivant, il continue à écrire. On avait parlé d'un bouquin, j'avais parlé d'un bouquin. Oui, que je t'avais dit que tu ne savais pas que je connaissais tant de Moorcock. On avait dit que toi, tu les avais tous lus et que le seul que tu n'avais pas lu, c'est moi qui les avais lus. C'est ça, parce qu'il y a tous les cycles de Champion éternel. Je n'ai pas tous lu parce qu'il y a beaucoup, mais je kiffe beaucoup des cycles de lui. Les cycles d'Adamund, les cycles d'Elric, il y a plein de cycles. Et c'est des auteurs qui sont... Bon, Moorcock, il a quand même arrivé, il a une certaine réputation. Que par ailleurs les jeux de rôle ils l'ont aidé aussi parce que ça arrivait plus tard. Mais c'est ce genre d'auteurs que, sauf les cercles déconnus, ils ne sont pas à un statut si élevé. Quoi. Et c'est dommage, même on peut citer l'auteur de La Roue du Temps, etc. Même s'il a eu les séries, même s'il a eu certaines répercussions. Malgré l'arrêt de la série. En France, on peut parler de Jean-Philippe Jaworski aussi, qui a un univers assez fantastique. Il y en a énormément d'auteurs Damasio dont on parlait aussi. Oui, Damasio dont on... mais Damasio c'est un peu différent. C'est différent parce que je parle purement fantasy. Damasio c'est un peu différent, il en touche. Voilà. Il a touché l'ordre de Contrebande pour moi c'est la fantasy, mais au moins en partie, mais il n'y a aucune œuvre de fantasy. Voilà, le reste non. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, en vrai, et encore, je ne veux pas faire un traité de fantasy là, mais l'œuvre de fantasy pure, ça n'existe pas en soi. C'est toujours hybride. Parce que la fantasy en soi, le même que la science-fiction, pour des rapports différents et pour des façons différentes, il sert à véhiculer une histoire, à porter une histoire différente qui pourrait être, ça pourrait être un polar, que ça pourrait être plein de choses dans ce même monde, des intrigues de tout type, même des intrigues politiques de tout genre, et que les grands publics, là, on commence, ça fait des années qu'on commence à voir vraiment cette répartition de grands publics, mais encore, il reste beaucoup des auteurs à découvrir. Qui ne sont pas à cet statut et qui mériteraient d'être beaucoup mieux placés. Et même à niveau des études, et qui représentent un titre de littérature pure. Et ça aussi, parce que la littérature pure, il y a Tolkien, il y a Ursula K. Le Guin, et qu'il s'abattu parce qu'il a pour beaucoup de représentants pour en parler dans ces mondes fantastiques. Mais basta, traiter. Bref. C'est ça. Et là, quand même, moi, je remercie quand même la maison d'édition française, puisque ils ont réédité, ça reste quand même un pari. En 2024, ils rééditent la trilogie, sachant qu'elle n'avait pas été rééditée depuis les années 90, je crois. La dernière édition précédente en France. Mais c'est comme l'auteur des fantasy, que je m'en souviendrai par les noms, que j'avais parlé des science-fiction. Celui qui, quand tu tournes la tête, non, pas lui. Oui, c'est lui qui parle d'intelligence artificielle, I wanna claim I have not mouse. Tant pis, je vais prendre. Oui, regarde. C'est celui-là, Hélisson. Voilà, c'est celui-là que j'avais chroniqué. Ah oui. Oui, mais lui, il n'est plus édité en France non plus. Non, pas du tout. Alors que c'est génial. Non, il n'est pas édité en France. Même en anglais, c'est compliqué. Et tous ces bouquins qui ont été édités en français sont tellement rares qu'ils coûtent très cher sur le marché parallèle. Donc, voilà, un petit appel à la maison d'édition, même si ce n'est pas peut-être le meilleur moment, mais il y a plein de auteurs à souligner. Même s'il y a certaines éditions comme Nemos, par exemple, ils font un sacré travail d'archéologie, des auteurs, de trouver les droits, parce que juste à récupérer les droits, c'est l'enfer. C'est ça. De certains auteurs. Moi, j'ai découvert cette maison d'édition, Chimère. Je ne savais même pas qu'elle existait et je suis allé regarder sur leur catalogue. Ils ont des propositions intéressantes.
Donc, en tout cas, moi, je lirai, c'est sûr, ça m'interpelle beaucoup, beaucoup. Moi, je Beaucoup, finis un beaucoup. bouquin là et après, j'attaque le tome 2. Ouais. Ouais, mais il faut que je finisse Boyard Pines C'est d'abord. ça. Ouais. Et après, je m'attaque à ça. Ou autre chose, je sais pas. Je n'ai tellement dans la pile que. Ah oui, non, mais Bon, à moi, à toi. d'un coup, C'est on bon. va changer 12 salles, 12 ambiances C'est ça. complètement. Parce que ça va être vraiment 12 salles, 12 ambiances, ça là. Donc, je vais parler du premier film que j'ai regardé relativement récemment, il y a 3 semaines, à moi, un truc comme ça. C'est Sirat. Sirat, c'est un film franco-espagnol, enregistré entièrement au Sahara. Et je vais être clair d'emblée, c'est un film, c'est soit tous les kiffs, tu adores, soit tu les détestes. Je ne pense pas qu'il y a un terme au milieu. Je peux comprendre même à ceux qui détestent, même si j'adorais, parce que sinon j'en parlerais pas. Bah oui, bien sûr. Mais c'est un film tranchant. C'est un film tranchant pour plein de raisons que je rentrerai un peu plus tard. De quoi il parle les films? Les films, d'entrée, c'est dans une époque contemporaine, mais ambiguë, pour plein de choses qui apparaissent dans les films, contemporain ambigu, d'un père avec son fils, qui doit avoir 10-12 ans, 12 ans, je pense, plutôt par là, j'imagine, qui sont à la recherche de sa fille disparue dans des raves qui ont lieu au Sahara. Tous les longs du désert. Tout il est enregistré entièrement au Maroc, je pense, les films. Il y a plein des acteurs qui sont de là-bas. Et donc, lui, le père, qui s'est interprété par Sergi Lopez, il a la recherche de sa fille. Ça, c'est la base. Il démarre comme ça. Et d'abord, les films, ils démarrent sur un gros rave qui te pète les oreilles. D'ailleurs, c'est ça qu'on en parlait tout à l'heure. Les films, il est nommé aux Oscars à deux catégories, pour meilleur son et pour meilleur film étranger. Ouais. Une fois cette mise en place, ça, par ailleurs, c'est un directeur français, Olivier Lax, qui a fait, et qui a écrit en collaboration de Santiago Fillol, parce qu'apparemment, il écrit toujours à cheval entre l'Espagne et la France. D'accord. Je ne sais pas trop, mais tous les films, ils sont franco-espagnols. Il y a beaucoup d'acteurs catalans, il y a beaucoup de participation des Catalans là-dessus. Donc, bon. Il y a ce truc un peu très contemporain. Ils ne l'ont pas inventé parce que ça ne vient pas de maintenant. Il prend généralement un ou deux acteurs vraiment principaux. Tout le reste du casting, c'est des gens avec son vrai nom qui font d'eux-mêmes, en quelque sorte. Bon, un peu transformés, mais ils font ça. Et à partir de là, de cette rencontre, cette paye rencontre des gens qui disent que peut-être sa fille sera dans un autre rave qui a lieu dans l'autre bout du désert. Et, sin plus ni moins, c'est un road trip pour aller là-bas. Et une fois dit l'objectif, on l'oublie. Parce que le film, il ne va pas de ça. D'accord. Les films, vraiment, c'est les road trips. Et c'est le portrait de tous ces personnages, parce qu'ils sont des personnages aussi très psychodéliques en soi, sauf les pères et les fils, que c'est comme une couche de réalité lourde qui vient à impacter là. Les personnages, c'est vraiment des ravers, hein. C'est des gens. Je n'ai pas fait trop de rêves, on ne va pas imaginer, mais je n'ai beaucoup connu de cette ambiance, cette ambiance marginale, des gens qui vivent à côté de la société, qui roulent avec son fourgon pour hip-hop. Dans les années 90, je côtoyais, je ne vais pas dire presque que ça, mais un peu. Et c'était un portrait que ça m'a touché profondément parce que c'était hyper réaliste. Dans le sens que effectivement il semble complètement perché, il parle, etc. Parce qu'il y a un autre des reproches que j'ai entendu de que peut-être ils ne sont pas des vrais acteurs et que ça se sent. Et, pour moi, non. C'est vraiment, ils font d'eux-mêmes, ils le font très bien. Quoi. Bien sûr. Et cet film, avant cette mise en place que ça serait vraiment les scripts, c'est pas l'important. C'est un film qui c'est du cinéma d'impact visuel. C'est un film, déjà, il est beau.
il est magnifique. Tous les plans, la photographie, c'est à tomber par terre tous les longs. Ouais. Tout comme il est filmé. Ce n'est pas juste beau en tant qu'image, sinon qu'il dit beaucoup de choses sur cette image, sur ces plans un peu, comme tu disais, de cette image picturale. C'est cette façon de te transmettre les idées sur des plans fixes très courts, pas du tout marqué sur l'effectisme, sur le fait de te mettre en évidence les dramas. Même pas vulgaire, parce que ça peut marcher, tu sais, la grosse musique de fond, avec du violon, avec les gros plans de la tête, du gamin en train de mourir. J'invente, hein, c'est pas ça. Mais bon, ça dépend quel film, ça fonctionne. Ça dépend si les langages que utilise ce film, d'accord, ce film-là, il ne fait pas cette parie-là. Ce film-là, il te montre. Il te montre, il est poétique, il y a des sauts temporels que tu ne sais pas trop. Vraiment, au fur et à mesure qu'avancent les films, par rapport à des petits morceaux et des coupures qui apparaissent, tout est dit, ce film-là, il n'est pas contemporain. Oui. Il est dans une temporalité, c'est peut-être un futur proche, c'est une dystopie de l'actualité. Parce que tout te parle, mais en même temps, rien ne te parle. Tout ça peut être réel, mais rien, il est là. Il y a des choses très impactantes qui se passent. Et ce dialogue qu'il y a les films constamment avec les spectateurs, parce que c'est un film, encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il est si tranchant sur plein de choses, c'est que tu ne peux pas être un spectateur passif. Tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu veux être un spectateur passif, ce n'est pas ton film. C'est complètement OK, hein, attention. C'est aucun problème là-dessus. Hein, mais c'est un film qui doit besoin de croiser, d'aller chercher qu'est-ce qu'il veut te dire. Qu'est-ce qui te parle, parce qu'il y a tellement de fils à tirer que pour te parler un truc. À moi, ça m'a parlé cette vision du monde, de la perspective un peu nomade de ces gens marginaux. En plus, les efforts du père à la recherche de sa fille, et qu'il est capable de faire, finalement, l'enfer qu'il amène avec. Parce que, voilà, je pense que c'est la symbolique qui parle. Sirat, il te l'a dit la première phrase du film, hein, et pourtant, je n'ai pas fait les rapprochements qui viennent plus tard. Sirat, en arabe, excuse-moi si je dis une bêtise, mais c'est les chemins qui mènent entre les morts et le ciel et l'enfer. Tu sais, c'est un petit chemin que tu dois parcourir pour aller au ciel. Et si tu tombes, tu vas à l'enfer ou un truc du genre. Ok, c'est l'équivalent du Styx ou... En quelque sorte. Mais je n'ai pas croisé beaucoup, donc je peur de dire une bêtise. Dans l'idée, ça semble être ça, du coup. C'est un peu ça. C'est un peu comme justement la croisée du dessert pour trouver ta vérité ou pas. Donc, métaphore, pas métaphore. Du coup, ça a beaucoup de sens. Oui. Et surtout qu'il ne finit pas là où tu voulais que ça finisse, ni comment ça finisse. Et surtout que, pour les gens qui l'ont vu comprendront, en plus je ne dirais pas un des plus, les films, jusqu'à près la moitié, il y a un certain ton que tu es presque content de suivre, et à partir de la moitié, tu n'es pas du tout content de suivre. Tu subis. Exactement. Tu suivis et tu suivis beaucoup, même. J'ai entendu aussi des critiques par rapport à ça qui se passe, de dire que c'était gratuit. Je l'ai trouvé absolument pas gratuit. Mais encore une fois, je l'ai fait de façon critique pour ne pas spoiler. Mais même en spoilant que je ne vais pas le faire, c'est un film qui est une expérience et qu'il faut la vivre. Oui. Et qu'il faut être dedans, il faut la suivre, il faut vouloir y être. Je pense que c'est un film que tous les mérites qui sont en train de les vanter ils sont justes, à mon point de vue. Mais encore une fois, j'avoue, c'est un film, j'ai rentré dans son dialogue, j'ai voulu rentrer à parler avec ce film-là, et d'un coup, ça m'est arrivé, ça m'a parlé à moi. Oui. Sans cet exercice-là, je pense qu'on aurait trop d'écart. Oui. Et je suis sûr que si tu crées cet écart-là, tout est nuit à mort et tu piges rien. Encore une fois, hein, ça c'est même pas, je le dis pas parce que ceux qui sont pas aimés ils sont cons, rien du tout. C'est pas du tout ces critères-là. J'entends que c'est un film qu'il faut activement vouloir
les voir. Mm. Il y a moi, ce genre de choses, ça me parle et ça m'interpelle. Et ça me dit, et je trouve que humainement, il y a plein de messages dedans. Plein des gens qui suivent plein de choses. C'est des trucs critiques, mais il y a aussi, il parle des raves, il parle de la drogue, il parle des voyages, parce que forcément, un rave, il parle de plein de choses, mais on voit très clairement dans les personnages, c'est des marginaux dans le sens qu'il y a des gens qui les faltent un bras, il y a d'autres qui les manquent une jambe, et qui sont parcourus. À aucun moment, ils te disent pourquoi ils sont là, mais tu n'as pas besoin non plus. Oui, non. Tu vois que ces gens-là, ils sont suivis, ou ils sont vraiment suivis la vie, quoi. Ouais. Ils ont fait un choix, et à un moment donné, ils se sont dit, si le monde est ma merde, mais... Les chemins de traverse sont plus attirants. C'est ça. J'irai faire ma vie parce que là, il est père qui c'est en contraposition à tout ça, qu'il veut se tenir à sa vie, qu'il veut retrouver sa fille, etc. Quand on entend, il parle en vrai sur la fille, il n'en parle pas beaucoup dans les films, finalement, mais les moments où on parle, tu vois les connexions, ou même les déconnexions entre les deux. Pourquoi sa fille, elle était dans ce monde-là et pas dans les siens. Sans des rapproches. Il y a encore un film, il prend les choix de ne pas te dire pourquoi ils se sont fâchés, pourquoi il est parti. Ce qui n'est pas plus mal. C'est vraiment, peu importe ce qui s'est passé là, il vous trouvez sa fille. Et il suivit plein de choses pour faire ça. Même beaucoup trop, quoi. Et c'est un film que j'en voulais parler pour cette langage de cinéma très particulier qui l'accompagne. Encore une fois, ils ne sont pas réinventés la poudre, hein, mais c'est un type de langage très particulier que ça va contraposer à l'autre film que je vais parler tout à l'heure, parce que pour moi, c'est deux pièces vraiment de pur cinéma, mais pour des raisons très différentes, même si on a des rapprochements en quelque sorte, et que les deux, ils sont nommés à l'Oscar meilleur film étranger, par ailleurs. Et pourtant, j'ai zéro confiance aux Oscars. Je n'ai aucune. Zéro. Mais ces derniers temps, quand même, il tape, par rapport à tes goûts, il tape plus ou moins juste. Certains, oui. J'avoue que. Pas tous, mais bon, c'est pas mon critère. Je ne me tiens pas à ça. Et je m'en fous, à la limite, si on aime les films. Mais j'entends que c'est un film que c'est ce côté. Ça peut être des fois aussi perçu comme un côté un peu pédantif, un peu trop prise de tête, tu sais, un côté intellectuel. Pédant. Ouais. Tu peux. Après, de ce que tu me dis, si tu juges un film qui te guide pas par la main comme étant hautain et tout ce que tu veux, c'est un peu dommage parce que la part que de comme tu dis, un film qui implique son spectateur est quand même plus intéressant qu'un film qui est pensé pour pouvoir scroller en même temps et qui t'explique tout limite en audio. Oui, mais après, quand je dis ça, je le dis dans l'essence que tout est légitime, que chacun il prend son plaisir et qu'il y a des gens qui vont au cinéma passer un bon moment. Il n'y a pas à les faire tirer par les oreilles et te dire découvre ça, etc. Et ça, c'est comprendre. Mais que c'est un film que, quand tu le regardes, tu sais qu'il va être tranchant. Ne te peux pas laisser indifférent pour vous, pour des mauvais. D'accord. Et encore une fois, tout rentre, tu vas kiffer. Tu ne rentres pas, tu vas détester. Tu subis. C'est ça. Et encore une fois, j'insiste sur ces points-là, c'est que ce n'est pas grave l'effet de les détester. C'est même compréhensible. Oui. Comme des films comme ça, on a beaucoup dans l'histoire du cinéma qui te mettent là-bas et démerde-toi avec ça que tu vois. Mais c'est un film que moi, particulièrement, j'ai eu des films que j'ai vus une fois, je considère que c'était hyper bon, mais qu'une fois que j'ai fini le film, j'ai dit plus jamais je ferai ce film, plus jamais. Ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Ouais, celui-là, tu pourrais le re-regarder, celui-là. Oui.
Je pense que oui, parce que je pense qu'il y aurait des lectures, des petites choses, des petits gestes, des dialogues, Ouais. parce que C'est peut-être que le fait de connaître la fin, ça t'éclaire, ça peut t'éclairer sur. Non? Ça t'éclaire pas. Donc j'ai rien dit, j'ai pas vu le film, hein, donc je sais pas. voilà, je dis rien. D'accord. Voilà. Il faudra que j'aille voir ça quand même. Oui, 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 parce que j'aurais des choses à dire sur la fin, mais je peux pas. D'accord. Je peux pas, je peux pas. Ça marche. Je peux pas. C'est peut-être la chose qui moins m'a plu, mais sans être mal non plus. D'accord. Donc, bon, je peux pas. Ça un jour. Ok. Quand tous les regarderons, on en parlera. Ouais, privé. ça marche. Mais personnellement, si vous aimez ce type de langage, si vous aimez les cinémas visuels qui ne te portent pas de la main, qui t'impactent avec les images, pourtant, ce n'est pas, encore une fois, hein, il n'y a pas de corps mutilés, c'est pas effectif, c'est pas gore du tout, au contraire, c'est hyper respectueux sur cette scène, mais ils sont quand même très violentes. Oui. Si tu aimes ça, c'est un film qui mérite les passages. Oui. Vraiment, ça mérite l'effort d'aller les voir. Et à vous de décider si vous aimez ou vous détestez. Je risque C'est de ça. dire. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Les films, il m'a dit des choses, il m'a parlé, il m'a transporté. Je pense que c'est ça que je considère le plus important de ces films, il m'a fait voyager Oui. tous les longs. Mm. Même dans les mauvais moments, j'étais avec eux Oui. en permanence. Et je voulais être avec eux. Oui. À tel point que quand ça passe des choses, je les ai encore suivis pire. Oui. Tu sais, parce que tu es avec eux. Oui, oui, Et tu ne veux pas qu'ils suivent. c'est ça. Oui, je comprends. Donc, voilà, encore une fois, faites-vous votre propre avis. Regardez-le. C'est un film qui mérite l'effort. Et, en fois, aimer ou détester. C'est ça. Voilà. Bon, grand écart toujours. Hein. Bah oui, on Donc, part encore. Là, on revient un petit peu dans le monde de la fantasy, un petit peu action, un peu plus léger, on va dire. Donc là, moi, je vais vous parler de Nero. C'est une mini-série française médiévale fantastique, matinée un petit peu de fantasy qui est sortie sur Netflix au mois d'octobre 2025. C'est une série qui a été créée par 4 personnes et après il y a d'autres scénaristes qui s'y sont rajoutés dessus. Mais alors là encore je sais pas trop comment se prononcent les noms, donc peut-être que je vais écorcher, désolé. Donc ça a été créé par Patrick Ben, Alan Mauduit, Martin Douer et Nicolas Digard. C'est réalisé par Ludovic Colbeau-Justin et Alan Mauduit lui-même. De ce que j'en ai lu, j'ai l'impression que les deux créateurs principaux, du moins qui se connaissaient déjà avant puisqu'ils ont fait plusieurs projets ensemble, ça reste quand même Patrick Ben et Alan Mauduit qui semblent être amis puisqu'ils ont travaillé ensemble sur pas mal de projets. Depuis 2005 d'ailleurs, hein, jusqu'à Nero. Ils ont travaillé ensemble sur 2 courts-métrages. Donc en 2005, ils ont travaillé sur Patiente 69 et en 2006 sur Chair fraîche. Donc le Patiente 69, c'est un court-métrage horrifique. Je pense que Chair fraîche, j'ai pas trouvé de renseignements dessus, mais très certainement, vu le titre, ça doit être horrifique aussi. J'en déduis. S'il faut, c'est pas du tout ça. S'il faut, c'est une comédie. Mais bon. En 2008, ils ont travaillé sur un film dont on avait déjà évoqué un petit peu l'existence parce qu'il est quand même très bien, c'est Les Dents de la Nuit. Ils ont scénarisé et réalisé respectivement Les Dents de la Nuit, qui est une comédie française horrifique autour d'une soirée où des vampires, des vampires attaquent, qui était très très bien. Enfin, moi, j'étais tombé dessus par hasard et j'avais beaucoup aimé ce film. Tiens, là j'ai un blanc. Je sais Après, pas si je l'ai regardé c'est ou pas. vraiment une comédie potache et sanglante à la fois en fait. C'est pas c'est pas Dracula, il faut pas s'attendre à un truc mais c'était bien fait, du moins dans mon souvenir parce que je l'ai pas revu depuis 2008 hein. Mais c'était bien fait quand même, j'avais passé un bon moment dessus. Ensuite en 2008 toujours ils avaient sorti un film qui à l'époque avait eu son petit succès, c'était Vilaine. Avec la fille c'était le premier film, le premier rôle principal pour la fille d'une actrice très connue. C'était Josiane Balasco et c'est Marie-Lou Berry qui était dans son premier rôle. C'est une comédie un petit peu satirique aussi. En 2012, ils ont créé et réalisé la série pour Canal+, Kaboul Kitchen.
qui a l'air pas mal. J'en avais jamais entendu parler, mais c'est un petit peu la confrontation de deux mondes entre un tenancier de restaurant, le Kabul Kitchen, qui est, si je ne me trompe pas, sur place en Afghanistan, d'un gars qui essaye, malgré la guerre, de faire son beurre, de faire son pain, de vivre, de profiter des fois un peu de ce que j'ai compris. C'est un gars qui louvoie un peu et qui retrouve sa fille après des années, qui reviennent d'Occident pour une œuvre humanitaire. Donc elle est là pour aider les gens, lui il est plus là pour en profiter, de ce que j'ai compris. C'est une comédie, hein. Et ça, le concept a l'air sympa, j'ai pas vu, s'il faut c'est nul, mais ça m'a donné envie de regarder. En 2016, ça c'est un film que j'ai vu, ils ont fait un film de science-fiction. Ils ont un univers assez original, ces deux hommes, dans le sens où ils créent des ovnis un petit peu dans le paysage cinématographique français, puisqu'ils sortent vraiment des comédies traditionnelles. Je ne sais pas si tu avais vu le film Arès. C'est un film de science-fiction un petit peu dystopique, où en fait tu suis le rôle d'un personnage qui se bat. C'est une sorte de gladiateur de temps moderne qui se dope, c'est sur fond un peu de critique de la société, de la télé-réalité, le truc des tweets en direct. Non, je pas regarder. Et c'était pas mal, c'était joué un petit peu bizarrement, mais le film était quand même très sympa. Et en plus, une dystopie française, c'est assez rare. Ouais. Mais franchement, c'était assez esthétique. C'était pas mal. Après, ça reste des films d'action. Hein. C'est pas Blade Runner. Il ne faut pas s'attendre à un truc, un truc ultra philosophique, mais qui a le mérite d'exister et qui est très sympa à regarder. C'est des films qui se laissent voir, quoi. En 2020, celui-là, je ne l'ai pas vu. Ils ont fait Le Sens de la famille. Après, pendant 5 ans, alors peut-être qu'ils ont participer à d'autres projets, mais projet à eux, de 2020 à 2025 rien, et en 2025 ils ont créé Nero. Nero, il a sorti en 2025. Ça veut dire qu'ils l'ont travaillé avant. Ouais, s'il faut, ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'ils travaillent dessus. La série est produite par Carré Productions et Bonne Nouvelle, et distribuée par Netflix. Au casting, on retrouve quand même des acteurs plutôt en vogue. Donc le rôle principal est tenu par Pio Marmaille, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Alors c'est très difficile de faire une liste exhaustive de tout ce à quoi ont participé les acteurs qui sont présents dans cette série. Parce qu'on en parlait en off la dernière fois, c'est-à-dire qu'en France, on a l'impression qu'il y a une vingtaine d'acteurs et qui font tous les projets absolument qui existent, du théâtre à la série jusqu'au télé. Donc Pio Marmaille, pourtant, qui est... parce qu'il n'y a pas beaucoup de thunes, il faut manger. Pio Marmaille, qui est un acteur quand même assez jeune, je pense qu'il a une quarantaine d'années, il a participé à plus d'une centaine de projets. Bon, là, je vais quand même évoquer les 2 derniers marquants en dehors de Nero qu'il a fait, c'est les 2 films des 3 Mousquetaires. Et donc là, cette année, je crois qu'il y a le 3e volet qui est censé sortir et qui joue Porthos, pour ceux qui connaissent pas Pio Marmaille. Qui est un acteur, ceci dit, que je trouve génial, parce que je l'ai vu dans quand même plusieurs rôles, que ce soit de la comédie, du drame, et il faut reconnaître que c'est un acteur quand même assez efficace, qui a en plus une gueule. C'est pas un Tom Cruise en fait, mais il a une classe et un charisme de fou. Ensuite, on a dans le rôle féminin titre, on a Alice Isaz, ouais c'est ça, ou Issaz, je sais pas comment ça se prononce, qui joue Hortense, la fille du consul de Lamartine, et qui a notamment joué un des derniers rôles qui m'ont marqué moi, parce que c'était un bouquin que j'aimais bien et le film je l'ai bien aimé aussi. Et elle a joué dans Le Mystère de Henri Pic avec Fabrice Lucchini. Qui est un acteur gouailleur génial, si vous ne connaissez pas. Ensuite, il y a Olivier Gourmet, pareil, qui est un acteur culte français, qui joue le père Horace. Il y a Camille Raza, qui joue la sorcière borgne qu'on a vue dans Emily in Paris sur Netflix. Et ensuite, on a une... Non, mais pas, c'est dire des trucs. On ne peut même pas l'écrire. Hein. Je ne sais pas pourquoi ton stylo, il n'a pas brûlé pendant que l'écrivait. Mais tu sais qu'il a failli baver. Hein. C'est pas passé loin. Hein.
C'est pas passé long. Il y a des ratures autour et tout. J'ai eu du mal à écrire. Euh, Ensuite, on a Lily Rose Carlier Tabouri, dont c'est le premier rôle, il me semble, qui joue Perla, la fille de Nero. Il y a d'autres acteurs qui sont très sympas, mais bon, je vais pas lister. Je dis les acteurs vraiment principaux, mais il y a plein de rôles secondaires qui sont vraiment super. Ouais. Notamment, j'ai pas parlé de tous les méchants, mais c'est vraiment pas mal. Bon, à noter qu'une partie du tournage de cette série, parce que j'ai décidé de la chroniquer sans le savoir et bizarrement c'était cool. J'ai trouvé ça cool. Une grosse partie du tournage de cette série a été fait dans les Pyrénées-Orientales, puisque nous tournons depuis les Pyrénées-Orientales. Si on avait un doute à poser. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une partie qui a été tournée dans les alentours de Perpignan. Il y a le château d'Aubry de Céré qui a servi de décor. Il y a le fort Bellegarde du Pertus aussi, et la forteresse de Sals qui... Pour une fois qu'ils filment un truc qui s'appelle pas camping. Ouais, c'est ça. Et stylé un peu ça, parce que ça rend bien, hein, franchement, l'image. Il y a une partie aussi du tournage qui a été fait en Italie. Ils ont tourné dans les alentours de Ventimille et tout ça. Parce que ça se passe dans le sud de la France, donc il fallait un décor méditerranéen, non, forcément. Donc la série c'est considéré comme une mini-série, donc c'est-à-dire que c'est pas censé appeler d'autres saisons, bien que il y a une fin quand même ouverte, qui pourrait appeler à une suite. Donc là pour l'instant on a 8 épisodes de 52 minutes. Ça, franchement, s'il y a une suite, c'est vraiment cool parce que la fin ouverte appelle vraiment à ça. S'il n'y a pas de suite, ça serait peut-être un peu frustrant quand même, je dois avouer. Même si l'arc scénaristique, entre guillemets, l'arc scénaristique qui est évoqué dans le film, dans la série est fini. Ouais, tu restes. L'ouverture laisse sur la fin. Après, le problème des séries françaises, c'est justement que Pio Marmaille, je pense qu'il a déjà 15 films et séries en cours. Est-ce qu'il trouvera un week-end ou deux pour le voilà, faire. c'est ça. Est-ce qu'il pourra faire la saison 2 de Nero d'ici 5 ans c'est la question De que toute se pose. façon, la moyenne de sortie des séries, Oui. en ce moment, c'est des 2-3 ans. C'est ça, mais je trouve que c'est encore pire pour les séries françaises parce que des fois ça met tellement de temps et ils n'arrivent tellement pas à organiser les calendriers que d'une saison à l'autre, il y a 4 acteurs qui changent. Tellement ils n'arrivent pas à coordonner leurs efforts. Tu sais, mais la plupart, il est pire, c'est que ces gens-là, je suis convaincu qu'à manque des 4 acteurs connus, ils bossent comme des cons parce qu'ils ont besoin de manger tous les jours. C'est ça. Parce que la culture en France, il est maltraité. Et puis même Pio Marmaille qui est très connu, je pense qu'il n'a pas le cachet d'un Gérard Depardieu parce que ça reste quand même un jeune acteur. On nomme pas, ça va encore brûler un truc. Je sais, mais jusqu'à maintenant, il a été blacklisté de partout, mais Gérard Depardieu, c'était un gars qui avait un cachet, c'était la moitié du budget du film. Oui, non, mais je veux dire, c'est un problème, même pas des gars qui gagnent rien de leur vie, pour pas nommer ces connards, mais des autres qui même pas ils sont la faute de ça, qui arrivent à bien vivre, mais c'est vraiment compter les doigts de la main. C'est ça. Et parce qu'ils sont à réputation, parce qu'ils sont à travailler ailleurs de la France, la plupart. C'est ça. Et parce que la culture, et quand on entend cette gouvernement des merdes, je le dis clairement avec tous les mots, tous les trucs qui en parlent, on parle de certains trucs culturels comme si c'était des dossiers en catégorie, tu as envie de foutre des gifles, mais malheureusement, il y a droit, quoi. Malheureusement, on suit le mauvais exemple de l'autre côté de l'Atlantique, qui est en train de tuer la culture aussi. C'est encore pire parce que là-bas, c'est vraiment Fahrenheit. Non, là, ils sont dans Fahrenheit 457 là-bas. C'est ça, on est à ce point-là. Bon, de quoi nous parle Nero? Civil War, on avait parlé de Civil War. Ah oui, mais ils sont pas loin. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils sont pas loin. C'est ça. Là vraiment, on en parlait en off. Et moi, quand j'ai vu les dernières nouvelles de là-bas, j'ai vraiment pensé au film. Ah ben. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé pas bien, mais. Non, mais hormis que tu aimes ou tu n'aimes pas les films,
à niveau description de ça qui se Ah oui, passe. oui, oui. Là, on n'en est pas loin. Ouais, quand même. Hein. On n'en est pas loin. Ouais. Ouais. J'ai repensé à la scène du président qui était seul dans son KGB en train de faire son discours tout seul, comme si tout le pays le suivait, alors que pas du tout. Bon, voilà. Voilà. Bon, de quoi nous parle Nero? Donc, l'histoire prend place en 1504 dans une France fictive où la magie existe. Je fais d'entrée de jeu une parenthèse parce que j'ai vu des critiques. C'est une série qui a un peu divisé. En fait, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont aimé que de gens qui n'ont pas aimé. Mais j'ai lu chez beaucoup de gens qui n'ont pas aimé qui disaient que les dialogues et les vocabulaires employés n'étaient pas raccord avec la période traitée. C'est de la fantasy, les gars. C'est pas historique. À l'époque, il n'y avait pas des sorcières qui jetaient des sorts. Enfin, si, peut-être, mais pas des sorts comme il y a dans la série. Donc, que le gars parle pas comme dans un langage châtié ou je sais pas quoi, c'est tout à fait normal puisque c'est pas du tout C'est la même réponse qu'il avait fait il y a longtemps Alexandre Astier, la même critique concernant Camelot. C'est ça. Sans parler de ce film, on n'en parlera pas ici. C'est ça. Les gars, arrêtez quoi. C'est ça. Mais c'est quoi les puristes C'est ça. C'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai lu une critique. Je suis retombé sur des critiques du Da Vinci Code de Dan Brown. Qui a été tensé par des historiens. Et tu dis, mais c'est un roman. Le gars se sert de l'histoire pour. Oui. Bon, là, dans Brown, quand même, il y avait un double tranchant parce qu'il voulait jouer avec ça. Oui, il jouait avec ça, mais jamais, en aucun cas, il a dit que c'était factuel. C'était un Indiana Jones, un voilà. solennel, quoi. Mais et il a jamais dit que c'était factuel et historique. Il se sert de l'histoire pour s'amuser. Il y avait quand même un poids plus que là, c'est une histoire de fantasy. Non, là c'est de la fantasy. Donc bon voilà pour ceux là je vais me permettre d'être un peu plus. Mais encore une fois, pour moi, je vais faire un laïus rapide sur ça. Vas-y. Dans la série, dans tout ce genre de langage, ce monde, etc. L'important c'est que la série, ou ça, l'histoire en soi, c'est cohérente avec elle-même. C'est ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que personne à ce jour il sache comment parler. Encore au début des 20e. Ah non, 1504. Personne. Ici, les seuls restes qui sont, c'est les lettres des rois, etc. Les gens, ils ne parlaient pas comme ça, quoi. C'est comme si on prenait aujourd'hui pour argent comptant les discours du président, quoi. C'est comme ça qu'ils parlaient les gens. For sure. Ben, non, quoi. Avec des lunettes de Tom Cruise. C'est non, quoi. Il y a tout un travail linguistique et philologique pour trouver l'origine de la langue, mais est-ce qu'on sera à bien d'entendre parler comme on parlait? On serait complètement... merde, je ne trouvais pas les mots. Complètement désavoué, complètement... face à ça, on ne comprendrait rien. Est-ce que ça vaut la peine, quoi? Non, mais là, il parle comme nous aujourd'hui, quoi. Je ne vais pas regarder la série, attention. C'est ça. S'il faut regarder, il va dire effectivement. C'est pas historique, merde. Je ne respecte pas. Hein. Non, mais encore une fois, il faut qu'elle soit cohérente avec elle-même et accepter. C'est Ah, punaise, ça se sent qu'ils sont tard. Ça sent qu'il est tard. C'est ça. La suspension de crédulité. D'incrédulité, exactement. Consentie, ça va à ça. C'est que tu admets que ce n'est pas réel. C'est ça. Mais tu l'acceptes. Exactement. Et ça, c'est le travail de ces scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Accepter ça, quoi. C'est ok, si tu n'as pas rentré dans les films parce que tu n'as pas entendu parler comme il se parlait au 6e siècle, eh ben dommage, écoute, va lire les discours du roi, quoi. Moi, ça me rappelle aussi des critiques qu'avait eu Gladiator à l'époque, le film. J'avais vu des historiens aller jusqu'à critiquer le style de combat. Ils disaient, ils analysaient, je te jure, j'avais vu un documentaire sur Arte où le gars analysait image par image les passes d'armes de Maximus en disant ça c'est pas possible parce que ça c'est une fente d'escrime et tu dis vas-y c'est un film, ta gueule au bout d'un moment. C'est-à-dire,
Oui et non. Il y a des raisons, parce que là, sur YouTube, tu pourras trouver des vidéos Oui, qui analysent tout et n'importe Après- quoi. après, je dis Est-ce pas que que les c'est- combats, il est voilà. réaliste? Est-ce que Je dis pas que c'est scientifique? je dis pas que c'est très intéressant parce qu'on a une vision historique. Le mec t'apporte mais va pas casser un film pour expliquer C'est-à-dire, ton non, mais truc, si quoi. tu veux faire une analyse historique du film, juste comme analyse Oui. historique, aucun souci. Mais là c'était pour casser. Donc Oui, c'est ça qui est que je chiant. veux dire. Hein. C'est tout faire analyse parce que des fois, ça mérite et parce que des Ben fois, oui, bien sûr. on a des biais qui Et ont c'est été intéressant. transmis, Et c'est etc. intéressant. Par exemple, le travail, je trouvais fou, et même si même tout n'était pas réaliste, sur la série Viking, Oui. que notamment les premières saisons, il y a un travail historique Oui. très approfondi pour montrer une culture viking comme il pourrait l'imaginer par rapport à ça qu'il était tiré. Et pourtant, les personnages ne sont pas placés ni à la bonne époque, ni au bon moment, Oui, oui. ni sont forcément les mêmes fils, ni les mêmes endroits. Et la descendance, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a plein de choses qui n'étaient pas historiques, mais il y avait un effort de mise en scène pour casser certains codes qu'on avait acquis comme Oui, oui, normal. bien sûr. Et ça, je n'ai rien jugé, ça me va à 100%. C'est ça. J'en ai appris plein de choses Oui, de bien cette sûr. série, par exemple. Et il y a des choses, il y a des films, Gladiator, je ne l'ai pas regardé pour apprendre comment il fonctionne Ouais, Rome. mais bien sûr. Surtout que c'est même l'histoire qui est dépeinte dedans, le déroulé chronologique, c'est what the fuck. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé dans la réalité, quoi. Bon, bref. Bon, bref. Et donc en particulier les gens qui ont dit que c'était pas réaliste ou quoi, ben c'est juste pas historique. Donc allez vous faire tâter la prostate ou un autre organe dans le style. Qu'on n'aime pas, je peux comprendre parce que bon. Si tu aimes, Voilà. voilà, ça, on s'en fout, c'est pas un problème. Mais hein, qu'on critique sur le fait que c'est pas historique, ben c'est normal parce que c'est pas historique en fait. Voilà. Donc je reviens, je referme ma parenthèse et je reviens donc au sud de la France fictive où une sécheresse frappe durement le sud du royaume, créant un climat de tension et de pauvreté, de guerre civile, de gens qui profitent. Bon, tout ce qui est dû, tout ce qui est lié à la pénurie en fait. Il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui en profitent. Ça il y doit a s'inspirer de quelque chose. Voilà, il y a des tensions qui se créent, il y a des risques de guerre, il y a des La fanatismes. seule région qu'on a eu de la sécheresse en France. C'est pour ça qu'ils sont venus tourner ici d'ailleurs. Donc voilà. Donc dans ce contexte, nous faisons la connaissance de Nero Miséricorde, assassin à la solde du consul Rochemort, gouverneur de la cité fictive de Lamartine. À chaque fois, je dis fictive pour bien rappeler que c'est pas historique. Hein. Nero n'est pas, comme vous vous en doutez, donc un héros comme les autres. Il serait même tout le contraire. Alors que nous faisons à peine sa connaissance, ce dernier n'hésite pas à tuer lors d'une escarmouche avec des ennemis. Il n'hésite pas à tuer Tancrède, le fiancé d'Hortense, la fille de Rochemort, sur ses ordres, bien sûr. Donc le consul a perpétré ce crime dans le but de marier sa fille au prince de la cité de Ségur, qui est fictive elle aussi. Le portrait est donc posé. Nero aime son travail, il aime boire, il aime les prostituées. Son but final, en plus de profiter au maximum de la vie, c'est que ses faits d'armes le conduisent à s'asseoir à la table du consul et d'être reconnu par lui, alors que c'est la pire raclure de la série. Une des pires raclures du moins de la série. Il va vite déchanter quand même quand Rochemort décide de s'associer avec une sorcière pour le piéger avec un collier ensorcelé et retrouver sa fille qu'il a abandonnée aussi à la naissance, puisque en plus de toutes ces qualités que je vous ai dit avant, il a abandonné en plus sa fille. Donc Rochemort lui coupe un petit peu l'herbe sous le pied, le vire un petit peu de l'équation pour retrouver sa gamine qui est également, semble-t-il, la dernière descendante du diable et qui bien entendu n'attendrait qu'un petit maléfice pour venir abattre ses méfaits sur la terre. Donc, ayant tout perdu, Nero décide de tout faire pour se venger du consul et de la sorcière. Il fuit Lamartine avec Horace, le moine qui s'est occupé de sa fille, Hortense, la fille du consul.
C'est-à-dire qu'il prend Horace, il prend sa fille et dans le package, il enlève la fille du consul pour avoir un otage. Donc commence alors une course-poursuite dans une nature âpre où les ressources sont rares et le danger maximal, car en plus de leurs poursuivants venus de la Martine, le petit groupe en sous-effectif peut tomber à tout moment sur les pénitents, qui est un groupe de fanatiques religieux battant la campagne et ses villageois afin de marquer au fer rouge et dans les viscères de tous la parole de Dieu et sa rédemption, puisque si la sécheresse touche, c'est bien évidemment parce que les gens ont péché. Donc il faut les brûler. Parce que le feu, c'est bien connu, le feu, ça aide. Le feu, ça humidifie la nature. Ça aide. Bon, voilà. On devait les réappliquer pour certains gouvernants. Les adversaires se multiplient quand les adjuvants se comptent sur les doigts d'une main. Des doigts en plus qui, comble du comble, n'hésitent pas à se trahir. Nero parviendra-t-il à ses fins? Il faut maintenant regarder la série si vous êtes curieux. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la série? Alors, moi, ce qui m'a attiré dans un premier temps sur le visionnage de cette série, c'est quand j'ai appris qu'elle était inspirée d'un roman culte dont on a parlé juste avant. C'est inspiré de Gagner la guerre que j'ai chroniqué de Jean-Philippe Jaworski. Donc moi j'avais tellement aimé l'univers que je me suis dit allez, pourquoi pas se laisser tenter par la proposition. Netflix d'ailleurs à la base, puisque de ce que j'en ai compris, c'est Netflix qui a plus ou moins mis l'idée sur la table, qui a proposé ça. Désirait même adapter directement Gagner la guerre. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est une adaptation de Gagner la guerre directe. Je ne sais pas s'ils leur ont donné le droit, je suis surpris. Déjà, il y a ça. Et après, bon, très rapidement, le projet a pris une autre direction en gardant comme base quand même l'ambiance du roman. Ça s'en ressent d'ailleurs particulièrement sur l'épisode 1. Après, dès l'épisode 2, on passe sur un peu autre chose. Mais l'épisode 1, ça pourrait être l'épisode 1 de Gagner la guerre. Franchement, ça serait pas choquant parce que c'est vraiment ça, quoi. Est-ce dû à un problème de droit d'auteur justement, ou encore aussi à la densité du matériel original qui aurait très certainement demandé déjà plus d'une saison. En 8 épisodes, il n'y avait pas moyen de résumer 900 pages. Et surtout, qui aurait demandé beaucoup plus de budget. Et pour une série francophone, ça reste un pari quand même relativement risqué, puisque contrairement à la série Nero qui reste quand même dans la même ambiance visuelle, je veux dire, il y a grosso merdo, on voit deux villes, on voit la ville de la Martine, la ville de Ségur, on voit le fort d'Avreval, et après ils sont beaucoup dans la nature et c'est beaucoup de la garrigue, c'est des camps, alors que s'il avait adapté Gagner la guerre, ben là déjà il fallait aller tourner à Venise. Et puis après le foisonnement de lieux était peut-être pas tenable d'un point de vue budget et d'un point de vue... Après, une adaptation, c'est une adaptation. Mais bon, oui. Là, c'est clairement inspiré, pas une adaptation. Ah non, c'est pas du tout une adaptation, c'est-à-dire qu'ils s'en sont un peu inspirés pour l'ambiance, en fait. Bon, toujours est-il que Nero, bien que ne révolutionnant pas le genre, est toutefois un ovni dans l'univers audiovisuel français, peut-être bénéficiant des bons résultats des films des Trois Mousquetaires justement et du Comte de Monte Cristo, qui ont remis un peu au goût du jour on va dire les films de reconstitution historique entre guillemets, puisque là encore Nero n'est pas historique. Il s'inspire de l'histoire, mais il n'est pas historique. Donc on suivra tour à tour la fuite en avant du groupe de Nero ainsi que les manigances de Rochemort qui tentent d'imposer son pouvoir et de l'étendre dans un premier temps à tout le sud de la France. Il n'hésitera pas à vendre sa fille ou à se servir des pénitents pour arriver à ses fins. Mais est-ce lui réellement le pire de tous les personnages? Ça, vous le découvrirez également. Il y a de l'action, des intrigues politiques, des personnages qui ne semblent pas être ce qu'ils paraissent au premier abord, des trahisons, un ton parfois décalé. Oui, on retrouve bien l'inspiration de l'univers de Jaworski, clairement. Les scènes de combat sont par ailleurs pas mal chorégraphiées. J'étais assez étonné parce que d'habitude, les scènes de combat de tous les films français que j'ai vus sont plutôt rasants.
Alors que là, on est quand même sur du combat quand même qui est bien sanglant, avec des membres coupés très facilement. Ok. Ça fait penser un petit peu, c'est un petit peu dans le style des combats qu'il y a dans la première saison de The Witcher. Ok. On est un peu dans cette vibe-là, les combats qui étaient vraiment géniaux dans la saison 1 de The Witcher. Parce qu'après les autres saisons, il ne faut pas en parler, hein, malheureusement. La saison 1, c'est celle qui tenait à peu près la route. Bon voilà, mais on est un peu dans cette vibe-là de combat hyper âpre, mais en même temps très stylé. Il y a des exécutions qui sont vraiment, vraiment pas mal, assez originales pour une fiction française. Et donc même si on est beaucoup dans la garrigue, les lieux visités sont quand même dépaysants et très intéressants. Ça constitue quand même un lore et qui donne envie aux spectateurs de creuser un peu plus. J'aurais bien aimé voir, mais là encore peut-être pour des raisons de budget c'était pas possible, mais le peu qu'on a vu de Lamartine c'était quand même très intéressant. La série se donne aussi les moyens d'être relativement crédible dans son univers, hein, et dans ses influences. On est sur des influences un peu, voilà, on a le côté un petit peu historique avec les fanatiques religieux, etc. Donc en ça on retrouve un peu, il y a un peu du Game of Thrones, il y a un peu de western spaghetti dedans parce qu'il y a le côté un petit peu too much justement des personnages, hein, de Pio Marmaille notamment. On a il y a l'aspect visuel de certains antagonistes, notamment les sorciers, qui dans leur esthétique, donc pas leur esthétique d'habit, mais leur esthétique de blessure, m'a fait penser à l'habitant de l'infini. Alors je sais pas si c'est si c'est moi qui rêvais ça, mais en fait, les sorciers sont plus ou moins immortels. Ils font pas des boules de feu et tout ça, hein. C'est vraiment de la magie, plus de la malédiction qu'autre chose. Mais dans le combat, les armes normales ne peuvent pas les tuer. Et en fait, quand ils se font couper un membre, en fait, il y a des vers. Comme dans l'habitant de l'infini. Bon, on le voit pas faire, hein, parce que je pense qu'ils avaient peut-être pas les moyens de faire les trucages. Mais des fois ils se font couper et quand on les revoit, ils sont comme neufs. Mais quand il y a la coupure, on voit des vers qui sortent de la plaie comme l'habitant de l'infini. On a des scènes qui m'ont fait penser, alors là encore c'est moi qui fabule, hein, parce que c'est avec mon bagage culturel à moi, mais il y a une scène, mais ça dure pas longtemps, mais ça m'a fait penser à Terminator 2, mais de ouf. Il y a une scène où il y a un inquisiteur qui se pointe pour essayer de tuer Perla, et il y a quelqu'un qui vient, il y a un personnage qui intervient pour protéger, et c'est vraiment court. C'est comme dans Terminator 2, mais c'est pas mal fait. Avec le combat, les deux sorciers qui... Ça, c'est une influence forte. Ouais, voilà. Ils se combattent sans expression, c'est-à-dire qu'ils se plantent et en même temps ils ne bougent pas. C'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Et pour vous donner donc mon avis, hein, je dois vous avouer avoir été autant intrigué que réticent avant de me lancer dans cette série, hein. Le projet me semblait ambitieux, cependant les dernières productions françaises en matière n'étaient pas folichonnes. Et du coup m'ont fait quand même hésiter, hein. Je l'ai regardé que la semaine dernière alors que c'est sorti depuis octobre 2025. Et en plus, ces dernières productions avaient été quand même très linéaires, hein, assez prévisibles et même plutôt maladroites dans l'écriture. Un des derniers exemples que j'ai vraiment en tête, bon, mis à part le côté boiteux des deux films des Trois Mousquetaires, il y avait une série Netflix aussi française qui avait essayé d'apporter un univers original autour de la Révolution. D'ailleurs, le titre, c'était La Révolution. Ok. Ça se passait encore dans une France fantaisiste où, en fait, ils partaient du principe que les nobles étaient des sangs bleus, mais des vrais sangs bleus. Donc, c'était des sortes de sorciers qui, quand tu les tuais, avaient du sang bleu, en fait. D'accord. Et il y avait un côté un petit peu un côté fantastique à la Révolution. C'était cool, hein, mais alors putain, déjà le jeu d'acteur était catastrophique, et en fait le seul intérêt de la série était l'esthétique, parce que le gars qui a réalisé qui réalisait les épisodes
On sentait que voilà, le mec voulait faire un tableau à chaque plan. Mais par contre, il y a l'histoire, c'était boiteux, les acteurs étaient pas bons. Et le seul truc que tu retenais, c'est que l'idée sur le papier était bonne. Mais après, il n'y avait rien, quoi. D'ailleurs, ils ont annulé, il n'y avait pas eu de saison 2. Pareil, tu t'arrêtais sur un cliffhanger de fou. Un truc qui pouvait, si tu avais aimé la série, qui pouvait te donner envie de voir la suite, mais qu'il n'y ait pas eu la suite, franchement, ça m'a pas choqué, parce que même si c'était intéressant, c'était tellement pas bien fait que voilà, donc j'avais un peu peur de ça. Là, la suspension, elle avait pas marché sur moi. Autant Ça... sur Nero, elle a très très bien marché, autant là, alors que vraiment le matériel de base avait tout pour être un banger, vraiment, loupé. Et c'est dommageable parce que on a plein de... Voilà, parce que des propositions françaises, des gens qui osent mettre des sous sur des projets comme ça en France, il n'y en a pas beaucoup. Bon, là pour le coup, c'était Netflix qui mettait les sous. Et de voir qu'ils ont fait ça sur le peu de chances qu'ont ce type d'œuvre de donner, de voir le jour, le mec c'est complètement loupé et c'est tellement dommage pour lui parce que tu sentais qu'il faisait ça avec ses tripes en plus. Tu sens que quand tu regardes la série, chaque point de vue, le mec il a mis ses tripes dedans, quoi. Les effets spéciaux, tout est bien fait en plus, mais mal servi. Bon bref, voilà, ça c'était pour une autre parenthèse. Oui. Bon, Nero n'est pas exempt donc de tout reproche, ceci dit. Il souffre par moments d'un manque de rythme, de certaines maladresses aussi d'écriture. Il y a certains acteurs qui surjouent un peu, notamment un antagoniste qui au début me plaisait beaucoup et à la fin je trouve que le mec il était à côté. On n'y croyait pas trop au final. Donc ça passait dans l'ensemble. Mais si tu te concentrais sur comment il jouait, comment il s'exprimait, tu disais non, ça marche pas trop. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de bien aimer la série. Je pense qu'il aurait pu marquer beaucoup plus les esprits si il avait suivi le rythme de son premier épisode, parce que vraiment le premier épisode est une pépite. Et après, il y a des errements par moment, mais qui restent quand même, de mon point de vue, cohérente avec quand on regarde la série dans son ensemble. Je me suis pas ennuyé. Ok. C'est-à-dire que c'est passé. J'ai passé un bon moment. D'ailleurs, le but de la série, clairement, c'est d'être un divertissement. Il faut pas. Mais un divertissement vraiment bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je dois dire que son approche original pour une production française, attendons-nous, du médiéval fantastique matiné de mysticisme à la sauce western m'a pour ma part convaincu. Moi j'ai vraiment adhéré à la proposition. Il a également une prise quand même de risque dans l'écriture et un effort de surprendre le spectateur louable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc galvaudé vite fait. On sent que la série fait l'effort de nous surprendre quand même. Alors des fois on le voit venir, des fois il y a des fois j'ai vraiment été surpris. je m'attendais, je me disais allez, là ça va partir là-dessus, et au final pas du tout. Du coup j'étais agréablement surpris 2-3 fois. Je me suis dit c'est pas allé dans ce que je voulais, mais j'ai bien aimé. Et même si on voit assez rapidement que Nero c'est pas l'ordure qui veut bien la laisser paraître, la série se laisse quand même voir. Donc en résumé, moi, Nero, personnellement, m'a redonné espoir quant à la capacité de proposition originale et variée du milieu audiovisuel français. Mais sa capacité, elle a toujours été. C'est ça. Le problème, c'est les financements. Voilà, c'est ça. Là, pour une fois, il a fallu que Netflix arrive pour c'est une société américaine, mais voilà. Ça a permis à une série française d'exister, ce qui est très bien. Et là encore, je rappelle bien que c'est pas une série historique, c'est du pur divertissement qui n'est pas dénué d'une certaine audace toutefois. Et je vous invite vraiment. Ouais, mais tu vois, pour finir, vas-y. Vas-y. Pour finir les thèmes des critiques historiques, pas historiques, etc. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Quand une série, un film, un documentaire, ça veut historique volontairement. Et en plus, il est biaisé, que c'est la plupart des fois, donc une intention purement politique. Bien entendu que la critique est importante, bien entendu que c'est important.
quand un film, quand la suspicion de crédulité consentie fonctionne, ben, savoir que ce truc il est plus ou moins historique, je suis full OK. Ouais. Je n'ai aucun problème là-dessus, ça me va. Mais pas comme un argument de critique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est comme si tu disais que Evil Dead 3, c'est pas, Il n'est pas réaliste. ouais, c'est pas réaliste avec le Il Moyen n'est Âge. pas réaliste, ouais, effectivement. Ouais, Evil Dead 3, Effectivement, il n'est pas réaliste. c'est ça, Non, c'est mais il y a ça. qu'un C'est un doute, mec, il n'est c'est pas un mec, réaliste. il voyage dans le temps par on ne sait quel miracle. Ouais, Ouais, ouais. c'est Il fout ça, des coups de c'est- tronçonneuse à des Le sorcières. problème, c'est que la plupart des fois, cet argument ça ne tient pas à l'historique, les personnages, ils étaient tous blancs, ils se gardent des discours, on voit bien venir d'où ils viennent tout le temps. Oui, On les voit, cet puritisme qui maintenant, il semble un discours biaisé, parce que quand tu dis quelque chose contre, il utilise les mêmes arguments contre toi. Bon, bref, on est sur un monde des fous furieux. oui, donc, oui, c'est ça. c'est absurde. Mais autant dire que dans un point de vue logique, pourquoi pas te dire bon, ça aurait été pas comme ça, comme ça, comme ça. Ok, hein, si ça t'amuse, si toi historicien, tu veux analyser, full ok, mais c'est Oui. pas une raison pour démonter une histoire, quoi. C'est ça, Si l'histoire, elle tient, il est cohérente avec elle-même. c'est ça, Et ça, c'est un autre débat. c'est ça. Ça, c'est un autre débat. Moi, franchement, ça m'a plu. Oui, je sais. Bah, moi, je verrai. Peut-être je ferai l'effort. C'est pas la série qui m'interpelle Voilà. le plus. Non, non, enfin, voilà, c'est très sincèrement, c'est pas. J'ai bien aimé. Je pense que j'y repenserai quand même parce que l'univers m'a plu. Oui, Mais c'est pas le truc qui va me oui, rester. qui t'a bouleversé. Comme a pu me bouleverser Oui, Titus autant, d'Enfer. oui. Titus d'Enfer, là, ça va me rester, ça va me rester Une longtemps référence, à quoi. moi. Nero, si je le revois dans une saison 2, je serai content, tu vois. Ouais. Si je le revois pas, ben, j'ai passé un bon moment et Mais j'ai comme kiffé. beaucoup, malheureusement, Voilà. des séries actuelles, hein, Ouais, que les enjeux, ils doivent être limités, des ça. séries, des films, hein, avec C'est ça, des c'est ça. enjeux limités, il faut que ce soit tout public. Ouais, faut là, que ils ont, soit- ils ont pris des paris quand même vraiment étonnants. Oui, non, mais peut-être, j'ai pas vu, j'ai Sur pas vu, certains j'ai pas points, vu. franchement, moi, j'ai Mais- bien kiffé. Cette question, c'est... Bon, vas-y, fini, parce que Bon, ça moi- va lier... Ouais, moi, je vais faire une transition Voilà, sur la c'est suite. ça. Bon, pour finir, juste, moi, je vous invite à découvrir ce sud de la France maudit par la sécheresse, hanté par des fanatiques religieux ressemblant à des méchants de Ken le Survivant, et à vous attacher ou non à Néo Miséricorde. Ok, pour cette phrase. Bon, allez, vendu. Non, mais tu vois, là, je l'utilise de transition. Et voilà, comme ça, je décommande. Comme tu vois, comme séries comme ça, qui sont financées pour Netflix, etc., et tu vois les films comme Sirat, ou comme celui-là que je vais en parler Oui, maintenant, qui sont financés, que tu vois, quand les titres des producteurs, il y a la France et Navarre, quoi. Oui, La France et Navarre dedans. mm. Parce qu'ils ont besoin d'appeler à 200 personnes pour arriver à avoir un Oui, budget ouais, pour c'est ça, filmer les ouais, films. ouais, ouais. Ben, c'est comme on en parlait quand j'avais parlé de Arco, il y avait je sais pas combien de. Il y avait 2 ou 3 C'est le même régions taux. qui avaient investi C'est dedans. ça, quoi, c'est ça. C'est ça, c'est le Mm. même cas pour Sirat, et Ouais. c'est le même cas pour, d'une façon, pour les films que je vais en parler. Et ça, Je vais ça, l'annoncer. c'est vraiment, malheureusement, c'est un petit peu la malédiction de tous les films européens, hein, parce que je pense que même les films espagnols, c'est Oui, c'est oui. des films t'as 26 Dès qu'ils ont producteurs. un peu de prétention, Ouais, voilà. un peu de prétention, C'est, les séries, et pourtant, il y a beaucoup de choses critiquables, et ce n'est pas les séries que j'aime beaucoup, mais les séries espagnoles qui fonctionnent le plus, c'est celles qui sont faites sur Netflix, Ouais, bien parce sûr. que Netflix, ils ont mis un billet, ils ont mis les budgets pour pouvoir faire une série de Bracors, pour faire une série d'un bunker, Ouais. etc. Qui ça vaut, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout fan de cette série. Mais bref, que les mêmes réalisateurs, et les mêmes écrivains, les mêmes scénaristes à l'Espagne, ils travaillaient avec ça des budgets, Ouais, quoi. mm. Et donc, voilà, quoi. Mm. Donc, allez, je reviens, Transition. je répare. C'est transition, mais c'est bien mené, finalement. Je vais vous parler d'un film norvégien qui s'appelle Valeur sentimentale, en français, Sentimental Value, qu'il est aussi nommé aux Oscars meilleur film étranger, comme je dis tout à l'heure. Pour les castings et pour... c'est un film de Joachim Trier,
Je ne connais pas plus que ça, je dois vous avouer. Et qui, notamment, il est tenu pour 4 acteurs, parce que c'est un film vraiment petit comité, même s'il y a plus que ça d'acteurs, hein, mais vraiment, les rôles, il est tenu pour Stellan Skarsgård, les pères de tous les Skarsgård, Excellent. Renate Reinsberg, Inga Insdotter Linnea, bref, désolé, là c'est sûr que j'ai écorché les noms, et Elle Fanning, par ailleurs. Ouais. Excellent. Oui, très, très curieux parce que en plus j'ai vu Predator Badlands et ensuite Judas, et je dis Elle est partout, elle est partout. non mais les cerveaux c'est surtout que c'est pas du tout le même langage, c'est pas du tout le même cinéma. C'est ça. Encore une fois, pour revenir, Sentimental Value, c'est un film valeur sentimentale, hein, je ne vais pas arrêter de le dire parce que pour une fois c'est le titre littéral donc. C'est ça. C'est un film que m'a touché, que même bouleversé vers la fin un peu quand même, principalement parce que c'est un film très humain, très proche, très, très norvégien aussi sur l'aspect, et j'en reviendrai sur ça. Avec un langage de cinéma assez profond aussi, comme Sirat, mais très différent. Sirat, il est tenu pour l'image, pour les ondes, pour l'impact visuel. Et celui-là, vraiment, c'est le cinéma des acteurs, tenu pour l'expressivité, pour ses paroles, pour sa façon de réfléchir, parce que c'est vraiment un film d'une famille, en fait. Par ailleurs, comme ça, je saute pour la partie de quoi on nous parle, les films, c'est l'histoire d'une famille, 2 filles et un père. La mère, il vient de décéder, ça c'est le début du film. Et le père, il revient parce qu'il est divorcé depuis longtemps. Et il y a des rencontres et comme ça passe. Et les pères, que c'est la partie que je ne m'attendais pas, hein, parce que j'avais vu la bande-annonce, j'avais été attiré, j'avais vu une interview de Stellan Skarsgård qui parlait du film, etc., et que ça m'avait déjà pas mal intéressé. Et en fait, les pères, un peu comme on a mis en abîme, en fait, finalement, c'est un directeur de cinéma qui est plutôt culte, à façon de faire à l'ancienne. Des films très particuliers, très réputés, vus dans des fonds des cinémas perdus de coin, mais en même temps très sommaires, etc. C'est vraiment une mise en abîme complète, hein, mais à fond. En plus, tu le vois, et ça, quand je l'ai vu, je ne me l'attendais pas. Je m'attendais plutôt à un film entre des relations familiales qui s'amenaient, mais cette mise en abîme du cinéma et du monde du cinéma dans ce film-là, alors là, ça m'a vraiment intéressé. Et l'effet d'être comme ça, en étant une personne hypersensible, parce qu'il écrivait ses propres scripts, tout, les scénarios, tout, c'était lui qui les faisait. Et tout, il était très personnel, vraiment le cinéma d'auteur pur, dans l'essence. L'a mené une amie de famille très détachée, où tous, ils se respectent, tous s'aiment, mais il y a beaucoup trop de non-dits. Mais beaucoup trop. Beaucoup trop, et ça c'est là où je dis que c'est très norvégien parce que du pays nordique, c'est réputé, des gens que je connais, ils sont très froids dans ces relations. En fois que tu es dedans, ça peut être très, très chaleureux aussi, mais en distance, même pour la propre géographie où ils vivent, parce que tous ils sont très éloignés entre eux, ils donnent des rapports très, très froids. Il les filme, il transfère un peu ça, tout en transmettant énormément des sentiments à travers les acteurs qui jouent principalement les pères et les 2 filles, avec des rapports très différents. Il y a une fille vraiment qui est à l'opposé contre son père, mais parce qu'en réalité ça ressemble à beaucoup trop. Et l'autre qui est plus conciliante, qui est vraiment qui est la fille petite, qu'il adore sa soeur, mais tous ils sont grandis, hein. Lui il a 70 balles, elle ils sont déjà 30 et des brouettes, ils sont des enfants, machin, bon bref. Et l'histoire vraiment se déroule quand les pères ils veulent que sa fille, la fille aînée, soit la protagoniste de son nouveau et possiblement dernier film.
parce qu'il est déjà trop vieux pour ces conneries. Souvenons-nous que ça a été dit, l'acteur il avait 40 balais. C'est ça. C'est terrible. Nous aussi, on est trop vus pour ces conneries, du coup. Oui. Ah, là, là. Bref, mais aucun rapport, désolé, ça on s'éparpille. Et tous ces rapports, c'est d'une profondeur dans les regards, dans les il y a des moments énormément émotifs, mais encore une fois, du même que Syrah, c'est pas. Je trouve pas un mot parce que je sais qu'en espagnol il y a un mot très, très spécifique, c'est l'effectisme, je ne sais pas si c'est traduit comme ça, c'est l'effectisme, c'est justement les premières plans des gens mourant en agonie dans les lits, tout ça avec la musique, c'est une façon de mise en scène qu'il cherche vraiment à intégrer, tu vois, tout doit être un minute, tout doit être un minute. D'accord, ouais. Là, non, c'est D'accord. pas du tout ça. Il y a des scènes hyper touchantes qui ça passe dans les silences absolus. Ça, c'est, Avec un c'est- plan large, Ouais. que tu vois les personnages, c'est le silence absolu, Ça, et tu es là collé, quoi. ça fait penser un peu aux films asiatiques, dans le côté contemplatif et dans le Oui. silence. Ben, Et- d'ailleurs, c'est l'autre film que je cite Ouais. à chroniquer, que je vais en parler, je pense, sur les prochains mois. Ouais, ouais. Et, je trouve aussi, il y a quelques années, le cinéma français d'auteur était enfin, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup, quand tu regardes des films d'auteurs français, il y a énormément de scènes Ah comme oui, ça, non, mais très en fait, contemplatives sur tout des que c'est le plans, cinéma d'auteur en général, Oui, oui. qu'est-ce que c'est le cinéma d'auteur? On pourrait être en grand Oui, bien sûr, dialogue, ouais. parce qu'il y a plein de choses qui sont d'auteurs sans lettres, hein, ou vice-versa. Ouais. Il ne faut pas rentrer non plus dans les côtés pédants, comme il Exactement. a rentré beaucoup de films, que c'est de la branlette Non, intellectuelle là, on complète. parle du style que Oui, que non, tu mais, dis, non, mais je veux dire, norvégienne. mais en fait, les films, comme tu vois que dans les films, on a mis en abîme, parce Oui. que le directeur, il aime ce type de cinéma. Ouais, Les films, il a un peu filmé comme ça, en Ouais. même temps. Donc, ça donne comme un ouais, il y a retournement une de espèce de situation. miroir, ouais. Oui. Mm. En permanence, sont un personnage qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Il qui dit beaucoup de choses sur son silence, Mm. comme les personnages. Et comme petit à petit, et tous ces rôles, ils prennent des places différentes pour se comprendre, ou pour comprendre la vie qu'ils sont, chacun ils ont mené, et comme ils sont arrivés à chacun à ces points-là, Mm. mais d'une façon très touchante. Et les personnages, justement, d'Elle Fanning, parce que Elle Fanning fait justement l'actrice en vogue aux États-Unis, qu'il découvre un film de ce directeur-là et qu'il veut à tout prix jouer dans son film, les financer, etc. Machin. Et ce personnage qui commence vraiment comme un personnage que tu te dirais, bon, il n'est pas froid, mais c'est cette fausse identité je ne vais pas dire des grands acteurs, mais des gens, des réputations famées, Oui. tu sais, qu'ils sont un peu cette distance, ils ont décidé à un moment donné d'être très sensibles parce que c'est ça la mode, etc. Ils commencent un peu comme ça, les personnages de la champagne, machin, etc., à vouloir jouer un film qui n'est pas du tout dans les Hollywood ni dans les grands scénarios. C'est vraiment un scénario fermé dans une maison qui parle, parce qu'il parle un peu de ça, les films. Et comment vraiment il finit dépassé pour les événements. Donc je trouve qu'il est très fin, ce personnage-là, parce que d'ailleurs, c'est les seuls personnages qui parlent anglais. Je l'ai vu en BO, Ouais, d'accord. pour pas changer. Et forcément, il y a Stellan qui parle avec elle en anglais, il y a certaines des deux filles, mais quand cette personne n'est pas là, tout il est parlé en norvégien. Ouais, excellent. Et la BO, il est fait comme ça, hein, donc c'est très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Et en plus, tu vois à quel point ils parlent bien l'anglais, les Norvégiens, la plupart. Mais bon, on le sait que les Nordiques, Ouais, ils sont bilingues presque complets. Allez, c'est tout le contraire des pays latins. Oui, exactement. Ils pas si latins que ça. Mais, C'est ça. mais cette film-là, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses sur ce silence-là, sur les plans. Encore une fois, je trouve que la photographie, il y a un effort extraordinaire pour des raisons complètement opposées à Sirat.
Sirat, il a des plans larges où tu voyais les desserts, le soleil, la chaleur, les raves, l'humanité, la sueur, toute cette fête-là. Là, c'est tout le contraire. C'est des plans fixes qui parlent à des personnes, qui mènent les regards, qui mènent justement, finalement, les titres du film, que c'est les valeurs sentimentales, des choses, des éléments de la maison, de tout qui comporte cette famille. Et ça qu'il a amené cette famille et tout. Et je trouve qu'à niveau de scripture, il est super fin. Vraiment, le scénario, il est d'une finesse parce que tu découvres tous les tenants aboutissants de cette famille sans même pas avoir à voir des scènes comme un film américain aurait pris, il t'aurait fait un flashback de 20 minutes pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. Là, ici, effectivement, il y a des petits flashbacks très courts, mais le reste, c'est pour une phrase, pour un message, pour un truc, une discussion entre les deux sœurs qui parlent, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Plein de trucs, et tu prends les pouzelles et tu dis, ah, et tu commences à voir encore, c'est un film, comme la plupart de ces films, que doit être pas de la même façon des Sirat, j'insiste, mais tu dois être actif parce que tu dois chercher à comprendre et à composer les éléments de ce qui s'est passé dans cette famille et pourquoi ils sont là et pourquoi c'est important ces moments-là précis qu'ils sont en train de te raconter. Parce que là, je dirais que c'est un film à tranche de vie, mais il va au-delà parce que vraiment la tranche de vie, c'est très précise, il est très choisi, et pour une raison très concrète et qui va changer beaucoup pour tous les personnages. Et que c'est important pour tous les personnages et pour cette famille-là. Je ne dis pas plus encore pour ne pas spoiler. C'est ce genre de film, comme je n'ai parlé beaucoup d'autres fois, que me plaît pour l'humanité. Parce qu'il y a... C'est profondément humain tout. Et quand je parle humain, c'est dans les deux sens, pour les beaux et pour les mauvais. Pour les mauvais choix qu'on doit assumer, pour les bonnes choses qu'on a fait, si quand les autres on les sache, dans les sacrifices qu'on a fait dans la vie, dans tout ça qu'on a donné de nous pour arriver là où on est, notamment représenté sur les rôles de la fille aînée, que cette personnage, il est hyper touchant. C'est vraiment, je trouve, cette actrice, il est fait trop bien, parce que c'est un personnage très je veux dire, pas maudit, parce qu'un peu quand même, mais qu'il a été saccagé par les temps, qu'il est énormément blessé pour plein de choses, en partie son père, mais pas que, et que ça a fait plein d'impact sur sa vie actuelle. Et comme d'une certaine façon, sa sœur, il n'a pas eu ça, pour une raison que j'expliquerai, parce que cette scène, quand tu découvres ça, je trouve émouvant à plus d'un pouvoir. Sa sœur n'a pas suivi ça. Il n'est pas du tout dans cette lore-là. Il n'est pas, je ne vais pas dire traumatisé. Oui, à un certain point, il est traumatisé, mais il n'est pas... c'est tard, hein, désolé. Elle s'est pas laissée cabosser par la vie. Oui, mais c'est même pas ça. C'est vraiment cette hantise qui est en elle. Tu sais, cette hantise, cette côté psychologique profond, parce qu'il parle de beaucoup de choses, ça aussi de santé mentale. Hein, par ailleurs, le film a des façons très indirectes, mais très fermes, je trouve. Et vraiment, en regardant ce film, j'ai dit la vache. ça m'a très. Une mise en abîme que je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais plus à un film familial où il y avait, tous les conflits familiaux qui ils allaient tous ressortir et faire de ces scènes. Et là, tout une mise en abîme sur l'art, sur le questionnement de l'art. Et pourquoi? Parce que c'est cette question qu'on peut le trouver. Il y a plein d'artistes qui sont comme ça, des gens hypersensibles qui sont écrits des œuvres d'art magnifiques, d'une finesse absolue, et qui sa vie personnelle était des absolus désastres. Bien le contraire presque. Comme ça, il y en a des tonnes de ces exemples. Et ce film, sans vouloir t'expliquer ça, il te les montre un peu.
qu'est-ce qu'on donne à l'héritage qu'on laisse, ça qu'on hérite. Je sais pas, il y a tellement de réflexions qu'on Mais- peut tirer de ce film que c'est pour ça que vraiment, vraiment, tout m'a touché, mais je pense que les points vraiment que j'ai plus adoré de ce film, c'est la finesse d'écriture. C'est finesse d'écriture que ça n'existera pas sans un acteur magnifique qu'ils ont mené, Oui, bien sûr. sans une photographie géniale, sans un réalisateur qui avait un but très clair à ça qu'il voulait raconter. Évidemment qu'il y a tout, Oui. mais je trouvais une finesse de comment raconter toutes ces choses-là sans partir sur cette partie évidente, sur cette partie, on va dire, série urgence, des oh, les dramas, musique, Oui. sans ça, parce il y a à peine un larme dans les films, voire 12 scènes, mais pourtant, tu es déchiré la moitié du film. Ah hein, oui, mais Mais moi j'aime beaucoup ce genre de proposition. ouais, ça mérite vraiment les passages. J'ai eu la chance de les voir au cinéma, en BO, en grand écran. Et je appréciais beaucoup l'expérience. Ouais, j'imagine, ouais. Euh, Ça reste quand même plus immersif le cinéma, hein, oui, on oui, a oui. beau Non, dire. mais, Surtout il que en de- faut. Surtout que dans ce genre de film, t'as pas des jets de popcorn, des gens qui parlent au téléphone Non, fort. non, 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 non. En général, plus, Tu peux profiter pleinement du c'était spectacle. un mardi après-midi, donc Voilà, je te laisse imaginer. voilà, il y avait personne, c'était très bien. C'est ça. Il y a eu. Donc, T'étais tout seul, non quand même pas. non, pas tant que ça, parce que j'ai découvert que c'est vraiment moitié pris les mardis, cette chose-là d'avoir du temps libre. C'est ça. Bah, c'est bien, il faut en profiter. C'est ça. Il y avait beaucoup de retraités avec nous. Allez, bah écoute. Du coup, ils étaient calmes. Oui, c'était calme. Voilà. Ils n'avaient pas l'air de tous aimer, mais c'est pas grave. Ah, Je m'en fous. ils ont pas été sensibles. À la limite, je m'en fous. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est un film qui ça mérite vraiment les passages. Ouais. Encore une fois, Mm. je m'en bats les steaks de s'il gagne l'Oscar ou pas. Je m'en fous complètement. Même si dans les Globes d'Or, je pense qu'il a remporté au moins 4 prix. Ah, quand même, ouais. Je pense. Je vais pas dire des bêtises, mais je pense que oui. J'ai pas suivi du tout là, les Golden Globes. Ben, je dois moi, t'avouer. je n'ai pas suivi, mais c'est juste que j'ai entendu comme ça. Et je suis pas sûr si je. Non, je l'ai vu après. Les prix. Qu'est-ce qu'il a pris? Réception. Bon, Rotten Tomatoes 97%. Top de critique. Il est nommé. Et après, les grands prix du Festival de Cannes. Ah, ok, d'accord. Ah oui. Et meilleur acteur, comment il s'appelle? C'est pas acteur principal, c'est Acteur secondaire. ouais, je pense pas que c'est Stellan Skarsgård qui l'a gagné. Meilleur acteur dans un second rôle. C'est ça. Il a gagné meilleur film européen, meilleur directeur européen, meilleur script européen, Oui. meilleur acteur, meilleure actrice, que ça c'est hyper mérité quoi. La musique, ah ouais, oublions pas la musique, c'est vrai. C'est strictement vrai, c'est vrai. La musique, que tu penses pas être là, mais. Donc voilà, encore une fois, c'est pas représentatif d'un film. Les prix qu'il a gagné, les prix, la plupart des jurys ils sont des biais. Tous, Oui. on les sait tous. Des biais Oui, justifiés, bien sûr. plus ou moins. Cette idée de film, ça parle beaucoup au jury pour cette façon de faire, Oui. très silencieuse, etc. Il y a des autres qui non. Est-ce que c'est juste, pas juste? Parce que ça, nous, autant que gens qu'on adore les films déjà, on voit que ces films ils vont passer toujours devant n'importe quel film déjà, Oui. aussi bon soit-il. Mm. Bon, dans ces cas-là, ce film-là, personnellement,
ça m'a touché, ça m'a parlé. Et je conseille à chacun de se faire son avis, déjà, comme d'habitude. Exactement. Je risque à dire. Mais voilà, vous savez les nôtres. C'est ça. Donc, mais on va finir dans les clous même. Ah ouais, on n'a pas été mal. On n'a pas été mal. Malgré la fatigue. Malgré l'heure tardive. Oui, parce que c'est quand même. Je vois pas l'heure. Oh, quand même, presque 23h. Presque. Donc, voilà, de mon côté, allez voir, faites votre propre avis. Et sur ce, on se voit les mois prochains, à peu près dans les dates, à peu près que ça nous va bien et quand on peut. C'est Voilà. Et sur ce, je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.